OK. Alors, sans plus attendre, on va aller dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà. OK. Attends, je vais juste vérifier sur mon autre téléphone si partage d'écran fonctionne correctement, comme ça, vous savez je suis pas encore alors, good. Good. Alors mon écran est tout petit par contre, donc je vais zoomer sur l'écran, si on ne voyait rien. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Dans ce cours, on va se poser un peu la question des tendances de 2026. Donc voir un peu c'est quoi les tendances, c'est quoi les convictions pour 2026. À la fin, il y aura un petit sucre. On va aussi voir comment trouver des idées de business et petit disclaimer. Le petit disclaimer commercial, en fait, c'est commercial à moitié. C'est je vais vous montrer sur quoi je bosse en ce moment. Euh, c'est un de mes invests, c'est une des équipes sur lesquelles j'investis aujourd'hui. Et c'est un projet qui m'amuse beaucoup et qui, je pense, je peux me gourer, qui, je pense, peut régler une partie quand même des problèmes que vous avez aujourd'hui. Des problèmes d'un point de vue business, croissance, etc. Peut-être, peut-être pas. Donc, comme il y aura un petit morceau promo à la fin, voilà, je mets un disclaimer commercial. Voilà, ceux qui veulent rage quit et mener le combat communiste dans les commentaires, c'est le moment. Donc, on va avoir une série finalement de convictions et tendances. Et on va démarrer directement. La première, c'est la gamblification de l'économie. Gamble, parier, gambling, le fait de parier. Voilà. Et c'est cette idée qu'en fait, il y a une vidéo dédiée 100% à cette thématique qui va arriver sur la chaîne dans quelques jours. Donc là, je fais la version courte. Grosso modo, imaginez la société occidentale de la manière suivante. Vous savez, il y a la pyramide de Maslow avec en bas les besoins fondamentaux, donc avoir un toit, avoir à bouffer, savoir ne pas te faire violer par Attila le Rodéen, etc. Ok, ça c'est la base, c'est en bas. Et en haut, il y a tout ce qui est un petit peu accomplissement, trouver un sens à sa vie, etc. Le truc, c'est qu'en fait, les humains, dans nos sociétés occidentales, le bas de la pyramide, c'est à peu près garanti. Il n'y a pas grand monde qui croit sincèrement qu'ils vont crever de faim demain. Pas grand monde. Enfin, moi, j'en fais partie, mais c'est mon côté dégénéré, quoi. Donc, il n'y a pas grand monde, en fait. La plupart des gens, ils savent que c'est bon. Il y a les APL, il y a le McDo, il y a Uber Eats, il y a... Bon, en gros, tu vas pas mourir de faim. Donc, tu n'as pas ce drive de « putain, je vais mourir ». Et d'un autre côté, tout ce qui est un peu en haut, ce qui est un peu intéressant, ce qui est un peu stimulant, on est un peu coincé. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ouais, tu peux investir à 8% par an et dans 40 ans, tu as un revenu complémentaire. Ça vend pas du rêve. Ouais, tu peux être un bon esclave au bureau, à Poifeuille, le bon esclave pendant tes études, et au bout de 20 ans, tu auras une promotion et tu seras pas seulement esclave, mais aussi esclave d'esclavagiste. Ça vend pas forcément du rêve. En même temps que ça, tu as Instagram qui te tabasse What Color is your Bugatti. Et tu as Laurent Alexandre qui te dit que tu es une merde, que tu es écrabouillé par l'IA et que tu n'auras plus de job dans 24 mois. Et ça, c'est grosso modo ce que vit quasiment tout le monde en Occident. Et donc, une fois que tu as pris acte de ça, c'est quoi finalement ta meilleure chance, je dirais, d'avoir une Bugatti et de pas avoir une vie de merde? C'est d'aller gamble. Attention, ceci n'est pas une affiliation vers, des sites, de jeux d'argent, et ceci n'est pas un conseil d'investissement, OK? Mais fondamentalement, on comprend quelque part la montée de Polymarket, marché de prédiction, qui est finalement la possibilité de parier sur tout n'importe quoi. Est-ce qu'un village sera exterminé en Ukraine? Tu peux parier, oui, non, ça monte, ça baisse. Est-ce qu'un bateau sera coulé? Oui, non, ça monte, ça baisse. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État au Honduras la prochaine fois? Oui, non, ça monte, ça baisse. Il y a les meme coins, bon, c'est évident, vous connaissez, enfin, la crypto, etc. Il y a la folie en bourse. Vous allez me dire, on a toujours quelque part un peu vécu, enfin, il y a la financiarisation, c'est pas nouveau. Le fait que les gens parient, c'est pas nouveau. En fait, le fait que tout devient objet à Paris, tout devient jeu d'argent. Tu vois, aujourd'hui, tu peux plus acheter une baraque. Par contre, sur Polymarket, tu pourras bientôt spéculer sur l'évolution du prix de l'immobilier à Détroit, par exemple. Dans une maison, tu laisses tomber, c'est mort. Par contre, tu pourras gamble sur l'évolution du prix. Donc, on est passé d'une économie où on faisait des trucs, matières premières, agriculture, industrie, voilà, éventuellement quelques services, à une économie où on a fait des services, puis que des services financiers, puis grosso modo l'Occident, quoi, on imprime de l'argent, on achète des trucs, et finalement un énorme casino. Et la traîne, elle va vers l'énorme casino. Trump, il lance son meme coin, voilà. Tout devient finalement un énorme casino. Et si on est très dur avec nous-mêmes, même tout ce qui est l'entrepreneuriat.
c'est une forme de casino qui présente bien socialement. C'est ton ticket d'entrée, c'est OK, je crée un LLC au Delaware. Tu vas quand même pas t'incorporer en France, tu vois, enfin, faut être sérieux. Donc, tu crées ta LLC au Delaware, tu achètes 2-3 petits logiciels, tu envoies de l'argent à Mark Zuckerberg en publicité, et là, suspense, t'as gagné, t'as pas gagné, t'as perdu, t'as pas perdu. Et finalement, tu vas juste payer ton ticket pour gamble, quoi, quelque part. Alors, on peut pas résumer l'entrepreneuriat à ça, mais c'est un peu tendance. Donc, la première tendance, c'est vraiment le côté que on va aller vers quelque chose de peu plus dégénéré, où le gambling est de plus en plus accepté, de plus en plus packagé de manière quoi. Ce qui est fascinant, c'est vous prenez les grands fonds VC américains, ils sont là à vous parler de la renaissance américaine. Et les mecs, ils investissent des milliards dans Polymarket et Kalshi. Kalshi, c'est fait concurrent Polymarket. Donc la renaissance américaine de l'Amérique, c'est qu'en gros, les rednecks et les craqueux, ils aient juste joué. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. Et aujourd'hui, fondamentalement, si vous avez un produit, si vous êtes sur une industrie, si vous rentrez dans une industrie, la meilleure manière de maximiser votre gain, c'est d'en faire un casino, pas casino au sens strict, ok, de dopamine enfin de chip dopamine. On avait fait un cours à l'époque qui s'appelait Comment foutre en l'air l'Occident pour 5 millions par jour. Je pense que ce cours reste très pertinent. D'ailleurs, il est plus pertinent jour après jour. Donc, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, demandez-vous, c'est quoi la version du produit la plus dégénérée, la plus dopamine, le truc qui s'approche le plus des mécanismes du casino. Et limite, ce qu'il faut comprendre, c'est there's no crying in the casino. On ne chiale pas dans le casino. Tout le monde sait très bien ce qu'ils font. Ok, il est perdu dans ta gueule. Tu sais amplement, t'es venu pour faire x1000 sur ton argent ou tout perdre. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, ta mère le sait, ta meuf le sait, le copain de ta meuf, tout le monde le sait. D'accord? C'est OK. En fait, c'est comme s'il y avait un nouveau consensus social qui est c'est OK. Donc en fait, quel que soit le produit que tu fais, quelle est la version la plus cheap dopamine, casinoisée, j'entends que c'est pas un mot français, qu'on peut créer? Et c'est fou, vraiment, c'est. Vous prenez Polymarket, je trouve ça incroyable, Polymarket, j'adore. Mais les mecs ont juste fait un casino. Mais ils vont te dire non, 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 c'est un prediction market. C'est le fait de pricer les intentions et les moods. C'est un casino, il faut arrêter de foutre de notre gueule, quoi. Et ce qui est marrant, c'est d'un point de vue du réglementaire, du régulateur, ça passe. De manière, avec Trump aux affaires, aux États-Unis, d'un point de vue du régulateur, je pense que tout va passer pendant encore un temps. Deuxième, finalement, tendance de fond, ça serait un éventuel ras-le-bol anti-IA. Donc, on a quelque part une frustration d'un slop généralisé. Le slop, c'est du contenu IA qui pue le contenu IA. C'est grillé, c'est du contenu IA. C'est chiant. Et il y a il y a même les boomers. Même la nana qui a envoyé 850 000 balles là, à un faux Brad Pitt, même elle maintenant, elle se rend compte que c'est de l'IA, quoi. Donc, premier point, c'est, premier élément, ingrédient, c'est une espèce de feeling de slop généralisé qui devient lassant. Peut contribuer à un effet de ras-le-bol. Il y a eu finalement un job destruction porn, à savoir, Laurent Alexandre, vous êtes des mauviettes, vous allez tous mourir, voilà, vous êtes des nazes. Je pense qu'ils en ont marre. Ils en ont marre quand on dit d'aller crever. Ils en ont marre. Quand les gens font c'est trop bien, tu peux virer tous tes employés. Ouais, moi ça me fait marrer. Mais le reste de la boîte, ça ne fait pas marrer. Okay, donc, voilà. Surtout qu'on commence à voir quand même quelques. En fait, on commence à faire un amalgame entre des non-renouvellements de postes, des réductions d'effectifs et l'impact de l'IA. À quelle mesure c'est lié à l'IA? Disons que les boîtes, en particulier technologiques, elles ont intérêt à dire qu'elles réduisent leur masse salariale parce que grâce à l'IA, comme ça, elles peuvent vendre le récit selon lequel elles sont extrêmement productives, que l'IA est en train de disrupter la boîte de l'intérieur et donc du coup acheter l'action pour ça vendre, quoi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce sentiment d'inquiétude. Inquiétude sur laquelle on va revenir dans un instant. Enfin, il y a un espace médiatique qui était saturé. On a parlé d'IA. C'est bon, ok, les gens en ont un peu marre. Il y a une forme de lassitude aussi là-dessus. Ce qu'il faut avoir, c'est comment les actions IA vont évoluer. C'est que si les actions Nvidia, Palantir et compagnie continuent à pumper, à la limite, ça peut donner suffisamment d'ingrédients
pour être optimiste. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont investis là-dedans et qui, du coup, ils gagnent. Donc, eux, on leur dit, IA va tout défoncer, il va tout conquérir. Le mec, il a fait all-in. All-in, pourquoi? Parce que Casino, avec toute sa thune sur l'action Palantir, qui trade à 300 fois son résultat, il se dit qu'il n'y a aucun problème parce que c'est la nouvelle économie. Et si ça continue de monter en 2026, c'est bon. Si ça se prend une branlée, et je n'ai aucune idée si ça va monter ou baisser, c'est pas mon truc, quoi. Je pense que là, ça va vraiment continuer à ras-le-bol. D'un côté, je vais continuer à me faire enculer au boulot par un robot. Et en plus, j'avais foutu ma thune sur l'action du robot. L'action se casse la gueule, mais le robot continue à enculer. Non, attends, non, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Bah non, c'est les deux en même temps, c'est les deux côtés. Donc, ça, on va voir. Il y a de plus en plus de communes américaines où les mecs installent des data centers où finalement l'électricité devient impayable, voire où il y a des coupures d'électricité. Parce qu'il y a toi qui demande à ChatGPT, ouais, j'ai une marque sur mon orteil, est-ce que j'ai un cancer? GPT, il moline, pour sortir du slope. Bah ça, en fait, ça fait qu'il y a une commune où les mecs, il y a l'ampoule qui résille parce qu'il n'y a plus d'électricité, quoi. Donc ça fait gueuler. Le contexte là-dedans, le contexte un peu genre opportuniste marketing. Opportuniste, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire que tu as envie de vivre, d'accord? Le contexte opportuniste marketing, c'est jouer à fond sur l'IA va pas te tuer. C'est qu'après 3 ans de vous allez tous mourir, vous êtes des merdes, jouez-le, en fait, tu vas jamais mourir et c'est trop bien. Ça peut être très, très porteur d'un point de vue marketing. N'oubliez pas, hein, l'espoir, hope, ça vend, d'accord? Barack Obama s'est fait élire là-dessus, c'est pour vous dire. OK. Ça, c'est le ras-le-bol anti-IA. Je regarde juste les commentaires en même temps pour voir si tout est fluide. OK. Est-ce que... OK, ça a l'air d'être bon, parfait. Pensez à foutre un like sur la vidéo, il paraît que c'est utile. OK, point numéro 3. Point numéro 3, il prend le contre-pied du point précédent. C'est fondamentalement, si vous devez vous positionner d'un point de vue business, toujours, ça vaut le coup de considérer le pari de l'inertie. Regardez, l'été dernier, c'est quoi? L'été dernier, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle thenbs.fr. C'est la meilleure newsletter Biz Eco FR. OK. Je vous invite à... Ouais, c'est ça. C'est avec Big Shit. Et j'ai mis du temps à investir dans cette team. Alors, la team est super, ce qu'ils font est trop bien, le contenu est incroyable, que tout est cool. Mais je suis resté Kieblo, en mode mid-curve, en me disant, attends, putain, je vais quand même pas investir je vais pas investir dans un business newsletter, quoi. Genre, on est à l'ère de ChatGPT, on a les robots Palantir qui vont droner des mecs, je vais pas investir dans une newsletter. Je vais pas investir dans des drones tueurs, pilotés par IA, ou dans une newsletter. Et le pari que j'ai fait, c'est bon, tout ce qui est drone tueur, je fais déjà. Donc, je vais faire le pari inverse, donc parier sur l'inertie. Je vais parier sur le fait qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Qu'il y a une énorme inertie dans le monde. Il y a un trader sur Polymarket qui, le compte avait été était pas mal relayé sur Twitter. C'est le type, en fait, dès que les gens se chauffaient sur un truc, en mode, ouais, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie avant telle date? Ouais, est-ce que Trump va bombarder? Je sais pas quoi. Ouais, est-ce que Nvidia va se casser la gueule? Est-ce que le mec, il fait comme les journaux? Il va dire, non, en fait, il se passe jamais rien. Bon, c'est moins vrai depuis que Trump a kidnappé l'autre moustachu, là, mais jusqu'à là, ça marchait bien. Et c'était le mec qui pariait sur le fait qu'en fait, il se passe jamais rien. OK. Ouais, ChatGPT, c'est là depuis 3 piges. Ouais, d'accord, OK. Bon, ouais, c'est un peu mieux que Google 100 ans pour faire des recherches. Ouais, d'accord, OK. Ton job, est-ce qu'il a vraiment changé? Ouais, un peu, mais bon, fondamentalement, ouais. Ta paye, elle a changé? Ouais, non, bof. Est-ce que vraiment tu vas être au chômage demain à cause de ChatGPT? Bref, pas vraiment. Est-ce que ton bus, il est maintenant à l'heure? Bah non. Est-ce que tu arrêtes de te faire bosser dans les RER parce qu'il y a ChatGPT? Bof, non, pas vraiment. Est-ce que soudainement, il y a une démocratie grâce à ChatGPT? Bof, bah non, non plus. Bon, en fait, le monde, il change pas trop. Et là où tout le monde, en fait, est en train de faire kumbaya sur un volcan à 300 fois le price earning ratio, peut-être qu'en fait, il va rien se passer, quoi. Je vous dis pas que je suis méga bullish sur cette thèse. Je reste un petit peu schumpeterien à mes heures perdues. Schumpeter, c'est l'économiste qui a théorisé l'innovation. C'est intéressant, si c'est un jour. Donc je reste schumpeterien, mais d'un point de vue purement opportuniste, donc arrêtez de prendre mes désirs
pour finalement un total addressable market planétaire. Si je suis un peu réaliste, finalement, l'inertie du monde est énorme. Il va se passer du temps avant qu'on foute Mistral dans l'administration française pour virer tout le monde, en fait. Ça sera 10 piges, en fait. Il y a une énorme inertie du monde. Et donc, en fait, vous pouvez vous demander, OK, qu'est-ce qu'il y a comme business bourré d'inertie? Et quelque part, je trouve que les business de newsletter... Alors, NBS, c'est peut-être le mauvais exemple. C'est comme c'est une newsletter qui est très généraliste, c'est super chiant à monétiser. C'est vrai, c'est facile de croître, c'est super dur de monétiser. Alors, comme on a de la trésor et un très bon réseau de sponsoring, on est bon. Mais en fait, d'un point de vue business, c'est pas top. Par contre, faire des newsletters spécialisés, c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez me le faire savoir en commentaire, parce que moi, les business newsletters, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez qu'on parle davantage des business newsletters et des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut faire sur cette chaîne avec plaisir, parce que je trouve que c'est parmi les meilleurs business au monde. Ça coûte 99 balles à opérer par mois. Vous pouvez lancer ça avec 0 thune. C'est de la poésie, d'accord? Donc, les business de newsletter, par exemple, je pense que c'est bullish as fuck. Point suivant. Le point suivant, excusez-moi. Le point suivant, hop, la narco-tyrannie, l'économie des pénuries et les services privatisés. Ok. Comme vous le savez, nous sommes rentrés en fait, on a glissé progressivement vers une situation de narco-tyrannie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si toi, tu es un énorme parasite, un psychopathe, qui viole, qui pille, qui respecte aucune putain de règle, ça va. Ça va bien se passer. C'est OK. Parce que tu as souffert dans ton enfance. D'accord? C'est OK. Par contre, si tu t'appelles Nicolas et que Starful-là, t'as pas composté ton billet là, à la SNCF, ben alors là, c'est 6h du mat, freeze nigger, le genou sur la nuque, les mecs ils sont en rappel à ta fenêtre, ils te démontent. La narco-tyrannie, c'est donc plus toi, tu es compliant, tu suis les règles, plus tu vas être tyrannisé, plus tu es quelque part un gangster et un parasite, plus tu vas pouvoir bénéficier de l'anarchie. OK? C'est le pire du pire, quoi. C'est genre, c'est la pire combinaison, quoi, la narco-tyrannie. L'anarcho-capitalisme, écoute, c'est le bordel, mais au moins on fait de la croissance avec de l'innovation et l'État nous fout la paix. Alors, il y a un peu d'inégalité, c'est un peu sauvage, etc. Mais bon, au moins, business, innovation, emploi, usine, etc. La narco-tyrannie, c'est non, c'est le bordel et l'État est là pour t'enfoncer. Sachant que quand on y pense bien, c'est quoi le rôle de l'État? On nous dessine toujours avec de contrat social, etc. Donc, bon, ok, c'est quoi le contrat social? C'est toi, l'État, enfin, il y a la population, il y a l'État. À travers l'État, les États, comme on l'a vu dans une autre vidéo, je vous renvoie vers une vidéo sur le Deep State, l'État, ça n'existe pas, d'accord? L'État, c'est des mecs, d'accord? C'est juste une bande de mecs, ok? Donc, c'est des insiders, on va dire. Okay. Donc, tu as les mecs. On va dire l'État par but de langage. Donc, tu as l'État. État, le peuple, pour simplifier. Le peuple, il va donner à l'État deux choses. Il va donner de l'argent, des taxes. Il faut bien payer toutes sortes d'entre conneries pour faire tourner les services régaliens, un minima. Et l'État va et le peuple va aussi fournir des effectifs pour rejoindre les rangs de la police, l'armée, la douane, etc. La sécurité sociale, les médecins. En échange, l'État vous donne la sécurité, donc il n'y a pas Attila le roi des Huns qui débarque chez vous, et il vous donne les conditions de la prospérité. Il ne vous garantit pas la prospérité. Sinon, c'est du communisme, ça ne marche pas. Il vous donne les conditions de la prospérité. C'est un peu ça le contrat. Aujourd'hui, on a l'inverse, quoi. Okay. Enfin, bon, c'est pas un discours politique, c'est pas mon combat. Moi, je vis en monarchie, moi, si vous voulez. Donc, je suis un peu loin de ces considérations. Néanmoins, cette anarcho-tyrannie a conduit à une économie des pénuries. L'économie des pénuries, on doit ça à un type qui s'appelle Janos, je sais pas comment on prononce, ok, Corneille, qui a écrit un bouquin qui s'appelait, je crois, Socialisme et économie des pénuries. Ce qui est amusant, c'est que c'est un économiste, j'ai vu une connerie, de mémoire qui est hongrois, et qui publie ça sous le communisme. Ce qui est quand même remarquable. Hein. En général, tu finis quand même rapidement en psychiatrie punitive. Et sa thèse, c'était, à force que l'État régule, définisse des quotas, des règles sans fin, etc., eh bien, on va être dans une économie de la pénurie. On pourrait produire des trucs, mais comme il n'y a pas le mécanisme des libres prix, qu'il n'y a pas le mécanisme de la libre entreprise,
eh bien, on est en pénurie généralisée. Et si vous regardez la France, c'est ça aujourd'hui. Ou l'Occident, c'est ça aujourd'hui. Et en fait, je ne dis pas d'un point de vue politique pour gueuler. Ok, dans les commentaires, commencez pas à chialer avec vos histoires de politique. Ok, j'en ai rien à foutre. Je vis en monarchie, c'est pas mon problème, d'accord? Donc chialez pas sur la politique. Posez-vous des questions business. Donc, avant d'arriver à la question business, les dysfonctionnements de la France, c'est des phénomènes de pénurie. Pourquoi vous attendez 12 heures à l'hôpital, aux urgences? C'est une pénurie. On a voulu réguler pour payer les infirmières 1200 balles, et forcément, il n'y en a pas beaucoup qui sont motivés. Il n'y en a pas beaucoup tout court. Donc, tu attends longtemps. Vous voyez, c'est assez simple. Tu appelles la police. Ils viennent pas. Parce qu'il n'y en a pas assez, entre autres. Pourquoi? Parce que tu payes les mecs 1800 balles pour risquer leur vie. Tu n'arrives pas à les recruter, tu n'arrives pas à les former, tu n'arrives pas à les garder. Tu as une pénurie. Tous les capitaux humains, toutes les forces productives quittent l'État si elles le peuvent. Donc, sur tous les services publics, il y a des phénomènes de pénurie. Et bien en fait, je pense qu'il y a un intérêt business phénoménal à développer des alternatives privées. Sécurité privée, pour pas se faire schnipp un doigt. Santé privée, en fait on va arrêter les conneries. Je pense qu'aujourd'hui tu es riche en France, tu vas prendre un organisme, je sais pas quoi. Enfin ouais, ok, idée business les mecs. Je pense que c'est à moitié légal, donc à vous de faire vos recherches légales pour essayer de le faire en France ou pas. D'accord? Je donne le truc par culture générale. Vous trouvez des spécialistes, chirurgien, machin, ce que vous voulez, anesthésiste, ok, vous trouvez des spécialistes. Vous sympathisez avec des cliniques privées, peu importe, etc. Ok. Vous faites un réseau. Maintenant, vous allez voir des gens fortunés. Vous allez écouter les mecs. C'est 50 000 balles par an, 100 000 balles par an, et votre famille, quel que soit le pépin, il y a un chirurgien qui vient chez vous, on vous trouve un lit d'hôpital, on vous trouve un machin, on vous trouve quelque chose, c'est réglé. C'est réglé. Pour vous, ça commence à exister. Okay. Ça commence un petit peu à exister. Par exemple, les grands hôtels parisiens, t'entends ça. Ils ont des services avec des médecins qui sont toujours disponibles, etc., pour arriver, etc. Mais là, c'est pas juste un toubib qui vient et qui dit bon, ok, il faut l'hôpital. Non, non. Là, c'est la totalité du truc, jusqu'au chirurgien. Et bah, ça, c'est un business. Vous allez me dire, oui, mais c'est dégueulasse, c'est pour les pauvres. J'ai dit qu'on parlait business. Ok. Donc, santé. Conciergerie en tout genre. Donc, prenez tous les services publics qui ne marchent pas. Tous ces services publics, c'est des opportunités de services privés. Cher. Économie de pénurie, il n'y a pas. Donc, il y a des gens qui vont payer beaucoup plus cher pour avoir. Pour ça, pour eux, il y a. Sécurité, santé, conciergerie en tout genre. Il y a un énorme marché là-dedans. Énorme. Par contre, il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Donc, on n'y va pas. Voilà. C'est pas commencer une agence AAA sur Internet, quoi. Il faut un peu réfléchir. D'accord? Alors, point suivant, qui est un peu dans la lignée. Donc, ça donne un peu une connotation politique. Alors, c'est pas vraiment le but du jeu, mais bon, passons. On va vivre le boom des individus souverains. Individu souverain, bouquin de. C'est qui là ce bouquin d'ailleurs? Ah, je sais plus. Ouais. Sovereign Individual. Bon, ça vous connaissez. Depuis 2019, je vous en parle. Donc l'individu souverain, c'est un individu qui va s'affranchir finalement des contraintes de l'État pour optimiser sa méritocratie et son intérêt économique de manière distribuée géographiquement. Ok. Ce qui est amusant, c'est que ce qui était quelque part un feeling très marginal, le côté anarcho-capitaliste, anarcho-libéral, individu souverain, à la limite, j'ai mon bitcoin, mon bloc, foutez-moi la paix, c'est en train de devenir mainstream. Même Maurice le comptable, il est devenu anarcho-capitaliste. Même Maurice le comptable, tu dis, écoute, si on revenait à la monarchie, franchement, on remet Louis le 40e, on défonce. Je pense qu'il dit, ouais, vas-y, allez, on prend. Je prends, je vote, enfin, je vote pas parce que c'est une monarchie, mais je prends, pas de problème. Et ce qui est amusant, c'est, alors, j'ai fait un tour en France récemment, et je crois pour la première fois, c'était à peu près un consensus. C'est-à-dire qu'avant, on dit non, mais quand même, c'est un peu extrémiste, ça dépend. Tu pas non plus avoir juste ton blog et ton bitcoin, machin, et il y a l'intérêt général, et puis quand même, puis voilà, puis bon, l'éducation, puis le modèle social. Non. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment devenu mainstream. C'est qu'en termes de vibe, c'est devenu mainstream. Tout le monde veut se casser. Il n'y a pas un mec qui croit que les 2026 serait meilleur que les 2025. Je sais pas. Peut-être dans le chat, il y en a un qui pense que ça va être mieux, mais. Enfin, si, ok, tous les mecs qui sont expats et qui sont dans des pays à 8% de croissance, eux, ils croient. Mais je comprends.
Ok. Donc, ça, c'est devenu mainstream. Ce qu'on observe, c'est aussi donc une mobilité géographique internationale des gens qui ont du pognon. D'après un rapport de Henley Private Wealth Migration Report, enfin de 2025, il y a 142 000 millionnaires qui ont quitté leur pays en 2025. Alors, c'est un chiffre qui est très contesté. Ok, c'est que les méthodologies, il y a pas mal de gens qui font bon, ouais, c'est un peu bon, ok, moyen bof discutable. Néanmoins, l'idée, c'est que ça bouge. Les gens qui ont du pognon, ils se cassent, ils bougent. Les gens qui ont du pognon, ils sont en train de créer une vie qui est distribuée géographiquement. Moi, je vis entre 4 pays, ok, pour les saisons, d'accord. Il y a plein plus de gens comme ça. Et bien en fait, ils ont besoin d'aller designer, d'aller concevoir leur vie autour de ça. Et vous pouvez être tout ce que vous voulez dans la life, c'est pas fait pour. L'éducation, bah, c'est local. Le boulot, c'est local. Les machins, en fait, tout est pensé très local, en fait. Est-ce que tu peux scolariser ton gamin dans 3 pays en même temps et le gamin, il fait une semaine là, une semaine là? Non, mais en fait, si, au bout d'un moment, parce que en fait, ça fonctionne comme ça maintenant. Et donc, en fait, il y a énormément ça, c'est plutôt long terme comme tendance, hein. C'est pas un truc que en 2026, faites votre milliard comme ça. Mais il y a une vraie réflexion à mener sur comment servir des gens qui ont une existence qui est distribuée géographiquement sur plusieurs pays, plusieurs time zones, plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs systèmes politiques. Éducation, service, club en tout genre, etc. Quelque part, les digitaux nomades ont un peu préparé le terrain. C'était ça, non, Chip? Ok, c'est la version Bali du truc, quoi. Euh, Quelque part, WeWork, Deal.com, super boîte, Deal. Ça permet en gros d'avoir des employés où tu veux dans le monde sans jamais faire de paperasse. Incroyable. C'est du bonheur, c'est de la poésie. Deal.com. C'est créé par un franco-israélien, de mémoire. Boîte incroyable, service incroyable. Typiquement, l'immobilier à Dubaï. Moi, j'ai mis du temps à comprendre l'immobilier à Dubaï. Encore une fois, je suis un peu mis de cœur. L'immobilier à Dubaï, c'est devenu le product market fit. Chaque mec qui pèse plus de 10 millions dans le monde aujourd'hui a une allocation, enfin est en train d'avoir une allocation à Dubaï. Il y vit ou il y veut pas. Il dit ok, je prends une baraque, je prends un truc, machin. L'immobilier high-end à Dubaï, boom incroyable. Ah, ça fait un boom depuis quelques années. Vous allez dire, ouais, on est au courant que ça monte. Ouais, mais en fait, quand vous creusez le dossier, vous vous rendez compte qu'il y a un produit de market fit sans concurrence. Ok, j'entends l'Iran peut tirer un missile, etc. La région est pas instable. Ok, il y a des nuances. Le point, c'est pas tellement l'immobilier à Dubaï, on n'est pas pour faire un débat. Le point, c'est de se dire, ok, il y a une inflation du nombre, enfin, de l'effectif d'individus souverains, de gens qui sont mobiles géographiquement, ou de gens qui ont le désir de devenir mobiles géographiquement, de se casser d'Occident. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La tendance peut s'inverser, hein, on peut espérer. Mais en tout cas, là, il y a une tendance assez intéressante. Point numéro 6, c'est plus une tendance, on va dire, de marketing. Je pense qu'on va vivre, on a déjà commencé à le vivre. Ok, déjà, pas faux. Ce que je vous dis ici, c'est pas en mode grosse nouveauté 2026, ça n'existait pas le 31 décembre 2025. Non, c'est des tendances qui existent, qui montent et qui sont amenées à arriver à maturité, à être sublimées, je sais pas, dans les années à venir. Ok. Le point suivant, c'est le rage bait maxing as a marketing. Rage bait, c'est juste croître en faisant rager les gens. Gagner du mindshare, ou une part de marché dans le temps de cerveau disponible des gens, en les faisant rager. Il y a des mecs qui ont très très bien fait ça à leur époque, des Andrew Tate et compagnie. Ça, c'était du rage bait maxing. Maxing, c'est que j'étais maximisé à la fin. Okay. Et aujourd'hui, faites un test. Prenez le métier que vous voulez. Prenez le métier que vous voulez. Créez un compte Twitter. Ou un compte TikTok avec une IA, avec une AI UGC. Et juste faites rager les mecs. Et en fait, en 3 mois, vous pouvez devenir le compte le plus influent de votre thématique, quoi, ou de votre métier, en 3 mois. Nicolas Kipay, c'était quoi? C'était du rage bait. C'était tous les babtous à la défense qui gueulent. Et solidarité à fond avec eux, hein. Je dirais, ils ont raison de gueuler, pas de problème, etc. Mais le mec a fini d'interviewer dans le Figaro. Ce qui est bien. Tu vois, les médias français restent quand même très verrouillés. On laisse pas n'importe qui comme ça. Donc en fait, ça lui a pris quoi? 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, vous pouvez être la voix dominante
de n'importe quelle niche, juste en faisant rager les mecs. C'est tout. C'est genre... c'est simple, quoi. Alors, je m'étais amusé à tweeter un truc, c'était quoi comme connerie? J'ai tweeté ça. Pour ceux qui sont locataires en France, qu'est-ce qui vous retient de juste pas payer le loyer? Honnête, il va rien se passer. Et tu payes pas le loyer, le mec il gueule, 2 options. Soit il part sur 1 an de procédure, c'est galère, soit tu fais un settlement avec lui, tu payes 2 semaines et tu te casses. Il prend les 2 semaines et tu te casses. Donc, en théorie, tu peux rester gratos, quoi. Ok? Bah, tu fais 200 000 d'impression. Tout le monde se met à gueuler. Les mecs se mettent tous à hurler comme des débiles. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils se mettent tous à hurler comme des débiles. Et l'algorithme, il te met en avant, parce que l'algorithme, il veut de la violence. Ça montre très rapidement, il y a Victor Ferry, que j'aime bien, qui a une chaîne YouTube qui consiste que à s'énerver contre les conneries des gauchistes et à réagir aux conneries des gauchistes. Dans les commentaires, ils sont tous comme des dingues, ça fait que monter, 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 monter. La difficulté du rage bait maxing, c'est la monétisation. C'est pas évident de trouver nécessairement un véhicule de monétisation sur le rage bait. C'est la petite limite de la théorie. Mais en étant créatif, il y a un truc à faire. Donc en gros, si vous arrivez à trouver un combo monétisation sur du rage bait, vous êtes bon. Argent gratuit. Ok, un point un peu plus technique. Ça va être la tendance de tout ce qui est néobanque, crypto-bank as a service. J'ai l'impression que la barrière à l'entrée pour créer une néobanque, crypto-bank est en train de s'effondrer. Et du coup, n'importe quel team avec un peu d'argent peut créer une banque. En fait, c'est un wrapper. C'est pas vraiment une banque, l'interface, derrière, il y a une vraie banque. Mais on se comprend. Ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir des... Et d'ailleurs, ils font ça, il y a beaucoup d'argent derrière, il y a beaucoup de VC funding derrière. C'est des banques qui ont facilement beaucoup d'adoption. Pourquoi? En fait, quand tu es une banque récente, en général, tu es laxiste. Donc, tu laisses passer toutes les conneries du monde. Donc là où tout le monde est emmerdé par sa banque toute la journée, tu vas sur la banque XYZ qui est nouvelle, elle ferme les yeux, tu es en hypercroissance, on te fout la paix, et tu peux avancer. Tu es heureux, ok? Ça te fait du bien. C'est un verre d'eau fraîche dans le désert. Quand tu arrives de chez la BNP ou je sais pas quelle banque de merde. Donc là, il y a énormément de banques qui se créent. Il va y avoir des besoins en marketing dans cette direction-là. Okay. Donc devenir un pro du marketing de crypto-bank, néobank, c'est très niché comme opportunité. Mais il y a un truc. Et si oui, il y a des néobanks comme Cast. Peut-être que je mettrai un lien sur le replay. Franchement, Cast, c'est nickel. Il y a Avici. C'est des banques, ça, c'est des crypto-banks. Donc tu déposes du stablecoin, tchac, et tu peux le dépenser. Dans ces cas-là, c'est quand même des banques où il y a un KYC. Il y a d'autres services où tu peux même obtenir des cartes sans KYC, sans vérification d'identité. Bon, là, on est sur un truc un peu plus gris. Voilà, c'est peut-être moins cher. Le point suivant, point numéro 8. Les avatars AI avec des consistances. Ça, on va, je pense, arriver à des AI UGC, donc des AI personnages qui font des vidéos, qui sont cohérents tout au long d'une vidéo, et cohérents d'une vidéo à l'autre. Avec notamment une lip sync, donc une synchronisation du son et des lèvres, qui marche. En anglais, ça marche bien. Dans les autres langues, moins bof. En français, c'est moins bof. Il y a une belle boîte, il y a une belle boîte française qui est dedans, qui s'appelle Arcades. Si ça m'intéresse, arcades.ai. Il y en a une autre qui s'appelle, je crois, Argile. Argile. Ok. Je crois que c'est .ai. Donc là, on va voir du coup la maturation de cette techno. Des coûts en chute libre. C'est que c'était relativement cher il y a 1 an de le faire. Il y a 1 an, c'était cher et bof. Aujourd'hui, c'est un peu cher et pas mal. Je pense que demain, ça va être pas cher et top. Là, les opportunités, c'est plus d'opportunités on va dire, de cricket et broki. Mais grosso modo, créer des armées de comptes, ce qui peuvent même faire du rage bait maxing sur leur temps libre, hein, ces comptes-là. Et qui après vont faire de l'affiliation ou rejoindre des campagnes de clipping. Nous, sur Richcat, on a pas mal de business maintenant qui nous disent bah, nous, on est OK que les mecs ils créent juste des AI avatars qui parlent que de notre produit, qui soient focus sur notre niche, et on est vachement content avec ça, en fait. C'est plus que des clients anglo-saxons que des clients français aujourd'hui, de par la problématique de lip sync qui est moins bof en français aujourd'hui. Mais c'est moins correct et moins très bien dans pas longtemps. Là, il y a des choses intéressantes à faire. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez bypasser ce genre de plateforme pour directement vous amuser avec N8N, faire un truc un peu plus. Ouais. Bon, il y a moyen de s'amuser. Bon, pas forcément, voilà, non plus besoin de torturer.
Point numéro 9. Les formations, mais structures. Dans tout le business des infoproduits, moi, je reste optimiste sur cette industrie. Les retours du terrain sur l'industrie des infoproduits, c'est que c'est devenu dur. Ok, c'est que c'est pas comme avant où tu faisais 3 ads, 2 vidéos YouTube éclatées, tu avais une formation à 287 € et elles se vendaient toutes seules. Ça se vend plus trop. Ok, c'est beaucoup plus compliqué, il faut être beaucoup plus structuré. Ce qui est pertinent, moi, ce sur quoi je lorgne, c'est sur le fait d'aller targeter les CSP++, donc les catégories socio-professionnelles++. Pourquoi? Parce que, si on est un peu honnête, l'infoprenariat a ciblé les losers. Losers, pas tellement d'un point de vue, c'est pas un jugement, c'est plus une catégorisation sociologique. Donc, tu as Jean-Kévin, le drop-out, qui a arrêté le lycée et qui dit mais les gens c'est tous des cons, personne ne reconnaît mon génie, et qui regarde des clips de Mark Zuckerberg et de Steve Jobs et de motivation et de voir ce que je vais voir de tous des cons. Au moment T, c'est un loser. Ce qui veut pas dire qu'il va le rester, mais au moment T, c'est un loser. Et je passais par là aussi, donc voilà. Ok. Et après, il y a les losers. Il y a Josiane la thérapeute qui croit que la Terre est plate dans un cratère dans une plus grande Terre. Socialement parlant, c'est une loser. J'ai beaucoup de sympathie pour elle, elle me fait beaucoup marrer. Je suis vachement réceptif à la Big Earth Theory. C'est une théorie sur laquelle la Terre est plate, dans un cratère, dans une plus grande Terre. C'est comme ça. C'est un vrai truc. Allez sur Internet. Donc, ce sont ces gens-là surtout qui ont été touchés par l'infoprenariat. L'infoprenariat est en train, a évidemment pénétré toutes les couches de société. Mais les gens un peu propres sur eux, privilégiés, protégés par le système, on fait des belles études, ils gagnent 4, 5, 6, 7 000 € par mois. Ils n'ont pas forcément eu le besoin d'aller se salir là-dedans. Parce que pour eux, ça va. Sauf que pour eux, ça va de moins en moins bien. Comme on disait avant, ils sont pas sûrs d'avoir un boulot dans 5 ans. Par contre, le crédit, il reste 15 ans à payer. Donc, il faut se réinventer. Autre cas de figure, ils sont en quête de sens. Leur boulot est complètement con, en même temps, c'est le cas, et ils veulent se réinventer, trouver autre chose. Donc, ils vont se former. Le grand problème, la grande difficulté de ces mecs, c'est ce qu'on appelle la compression. C'est que la plupart de vous qui m'écoutez, vous êtes jeunes et vous êtes broke. Donc la vie est relativement simple. C'est cool, c'est pratique, c'est une bonne situation. Sauf qu'il y a plein de gens, ils ont un boulot. Ils ont un crédit étudiant, crédit sur un appart. Ils se sont mariés avec une 4 sur 10 française qui leur casse les couilles. Et où ils ont shippé un mot. C'est cher. Et en fait, leur épargne réelle, il n'y a pas d'épargne en fait. Ils sont broke. Ils sont pris en otage, complètement. Et comme ils sont vraiment dans la couche qui gagne assez pour se défoncer par les impôts, pas assez pour optimiser, ils se font éviscérer la gueule. C'est Nicolas qui paye, grosso modo. Et il y a une compression financière, aussi une compression de la bande passante. Ils n'ont pas la bande passante cognitive pour s'ouvrir à autre chose. Donc le grand enjeu, c'est comment, dans un contexte de compression financière et de compression de la bande passante cognitive, leur proposer des solutions et des outils pour changer de vie. Équation compliquée. Équation pas impossible. Il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Il y a des très belles boîtes à faire. Il y a des super services à créer. Right? Point numéro 10. J'ai pas vraiment de business précis dessus, mais c'est plus, on va dire, une intuition. Des business liés à la privacy, à la vie privée. La protection de son identité, de ses informations, etc. Alors, ce qu'on voit, c'est tous les mois, il y a un truc qui leak en France. Alors, un coup, c'est la Poste, un coup, c'est Truffaut, un coup, c'est les APL, un coup, c'est le ministère de l'Intérieur ou j'en sais rien. J'ai fait un cours sur la chaîne YouTube sur la transparence. Je vous invite à le regarder. Mine de rien, il y a pas mal de trucs intéressants à regarder sur la chaîne YouTube, sans vouloir trop vendre le truc. Mais il va y avoir des sujets. Ça va partir en couille. Il va y avoir des sujets. Lesquels? Aucune idée. Alors là, j'ai aucun début d'intuition de ce qu'il faut faire. Ni technique, ni marketing, ni business. Je vous pose le truc ici, vous faites ce que vous voulez. Point suivant, un peu plus d'intuition. Marketing pour les startups hardware. Je consulte juste brièvement le chat pour voir si ça roule. Ok, vous êtes 300, c'est cool. Merci les enfants. Est-ce que vous avez liké? Comment je peux voir si vous avez liké? Mais foutez un like.
pour la charité chrétienne, tout ça. Ok. Alors, cool. Marketing pour hardware, pour startup hardware. Ce qu'on va voir, c'est il y a beaucoup de thunes qui se déversent depuis 20 ans dans le software, dans les boîtes de software, les boîtes de SaaS, dans les applications. Parce que c'est facile, du point de vue technique. C'est beaucoup moins risqué. Le go-to-market, donc le fait d'arriver sur le marché avec une offre monétisable, ou vendable ou distribuable, est aisé dans le logiciel, parce que c'est immatériel. Le hardware, c'est des vrais trucs, des produits physiques. Quand je dis produits physiques, c'est la technologie physique. C'est pas des Babylon Talk. Ou c'est pas du dropshipping, des trucs comme ça. Non, c'est des vrais produits. Et en fait, aujourd'hui, il y a l'interrogation, est-ce qu'on n'est pas à la fin du cycle software? N'importe quel Golemon, il peut utiliser lovable.dev pour aller créer un SaaS, pour créer un petit logiciel, un petit truc comme ça. Alors, on n'y est pas vraiment encore pour de vrai. Mais bon, on est à quoi? À 1 an, 2 ans, que n'importe qui puisse créer un petit logiciel, un petit SaaS, juste en promptant. Donc, en fait, si toi, tu es investisseur, tu investis dans des boîtes de logiciels, franchement, ton avenir, il n'est pas évident. Du coup, il faut ton fric autre part. Où est-ce que tu fous ton fric? Dans du hardware. Parce que le hardware, c'est une énorme barrière à l'entrée, c'est technique. Tu peux pas vibe coder une boîte qui fait des drones. Ok? Tu peux pas. Ça. Tu peux pas vibe coder Anduril, ça c'est des armes. Boom supersonique, c'est des avions supersoniques, comme on dit avec leur nom, supersonique. Tu peux pas vibe coder Figures AI, ça c'est des robots humanoïdes. Tu peux pas vibe coder d'autres trucs comme ça, quoi. Ok? Là, on a des études de cas d'énormes succès. Anduril, énorme succès, Boom, succès en devenir, Figure AI, super succès. Donc maintenant qu'il y a quelques boîtes qui ont des succès en dizaines de milliards, Boom supersonique, je crois qu'ils n'y sont pas encore, mais bientôt. Mais il y a tous les autres Golemons de VC qui vont faire la même chose. C'est un peu le principe d'un VC. Et le VC, il a de l'attente que ce soit trop tard et puis il y va. Donc, c'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça qu'il fait des grosses études à Harvard, à HEC et compagnie. Ouais, je suis un peu fatigué ce soir, c'est gratuit. Un peu trop gratuit. Ok. Donc, il y a des belles case studies. Donc, qu'est-ce que font les mecs? Ils font la même chose. Donc, en fait, on va voir beaucoup de thunes se déverser dans des startups hardware. Le souci des startups hardware, c'est que les mecs comprennent rien. C'est que en fait, le hardware, c'est le monde du réel. C'est que dans le software, tu peux un peu bullshiter, tu fais une liste d'attente, tu fais du growth hacking, machin. Ouais, le truc qui marche à moitié, ça va, pourquoi pas, Inch'Allah, ça passe. Le hardware, je dirais, ton robot tueur, il tue ou il tue pas, tu vois, ou il tue la mauvaise personne. Ton avion, il tombe pas, quoi. Ton figure AI robot, enfin, je veux dire, c'est. Donc, le hardware, c'est un peu le règne du réel, et pas du bullshit. Et donc, il n'y a pas du tout une culture bullshit. Le problème, c'est qu'il y a des boîtes qui savent produire un récit. Anduril, ils savent produire un récit, Boom, ils savent produire un récit, ils savent produire un récit. Et là, qui n'y arrivent pas. Celles qui arrivent à produire un récit, attirent des capitaux et ou des talents qui amènent à leur tour des capitaux et ou des talents, et qui va conforter le récit. Celles qui n'y arrivent pas, n'attirent pas de capitaux, pas de talents, et crèvent. Surtout que développer du hardware, c'est long et c'est cher. C'est pas fail fast, je lance un truc, ça marche pas, je passe au truc suivant. Non. C'est les cycles pour faire quoi que ce soit, c'est plusieurs années. C'est très long. Et en fait, il y a une énorme opportunité à arriver comme une agence, si vous voulez, ou un expert, ou un consultant, ou un CMO même, j'ai envie de dire, spécialisé dans le marketing pour boîtes de hardware. C'est oui, ton produit va arriver dans 4 ans, mais c'est pas dans 4 ans et un jour qu'il faut faire du marketing. C'est maintenant. Faut faire de la hype, faut faire du mindshare, faut faire du momentum, faut occuper des parts de marché dans les cerveaux des VC, notamment, qui vont mettre des tickets. Il y a nobody. Aux États-Unis, vous trouverez quelques gars. En Europe, c'est le désert médical. Il n'y a personne. C'est très compliqué. Parce que les founders qui font du hardware, j'en fréquente quelques-uns, ils sont hermétiques. C'est que tu vas dire, ok, le produit il est prêt dans 4 ans, on va juste quand même commencer à raconter ton histoire, ok? Et il se ferme, le mec. Il dit non, j'ai un autiste dur. Non. Tu vois, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur.
il se ferme, tu vois, il se met en veille. Tu vois. Enfin, non, mais ça a l'air con, mais ils sont très forts. Ils savent faire des trucs que nous, on sait pas faire. En vrai, nous, on est un peu des branques, mais c'est dur. Et tous ceux parmi vous qui ont fréquenté des gens qui sont vraiment bons en hardware, c'est dur. C'est dur des années sur le terrain du marketing. C'est très difficile. Parce que pour eux, c'est un mensonge. Si le produit n'est pas prêt, si la démo n'est pas prête, alors toute forme de communication et de hype et de promesse quelque part, c'est haram. C'est péché. Ils sont fermés. Donc il faut ouvrir le truc, tu vois. Donc ça demande de pouvoir faire interface homme-machine quelque part, quoi. La machine étant l'autiste, l'homme c'est le VC qui comprend rien à ce qu'il fait. Un mec introverti, un mec extraverti, c'est fait pour s'entendre. Un mec qui a une thèse et qui est OK pendant 4 ans de pas gagner d'argent, bouffer des pâtes, et un autre mec qui est extraverti et qui network dans des saunas. Voilà, on a les VC qu'on mérite. Voilà, donc faire la jonction de ça, c'est difficile. Bah, c'est moins difficile que sur les robots quand même. Là, beaucoup de pognon. Il y a des trucs super intéressants à faire. Il y a des trucs super intéressants à faire. Je vais prendre une gorgée d'eau et je reviens, bougez pas. Ok? Je prends une gorgée d'eau, un petit commentaire et je reviens. Franchement, marketing pour hardware, c'est des cycles longs pour du pognon. Il y a beaucoup de thunes qui va se déverser. Il y a des montagnes de pognon qui vont se déverser. Il y a nobody en marketing. Il y aura 4 mecs, tu vois. Et si vous voulez aller vous frapasser la gueule à faire une agence OnlyFans, allez-y les mecs. Allez-y, changez pas. Là, il y a tout intéressant. Je vais chercher de l'eau, je reviens. Franchement, ça donne presque envie de le faire. En plus, vous bossez avec des mecs intelligents. Ça change. C'est agréable. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Alors, je check vite fait les commentaires. On est bien, on est dans les temps. Ok, cool. Il y a Studio Valkyrie qui dit le hardware, ça va être 4 ans de technologie. Je dis 4 ans, ça peut être plus, ça peut être moins, mais l'idée c'est excellent. De 4 ans a priori, l'ordinateur quantique, point d'interrogation, les robots concurrents Optimus, point d'interrogation, on fait quoi sur le vieux continent? Là, par exemple, tu as un boom en ce moment sur le vieux continent, des startups hardware qui font des armes. Parce qu'on vient de se réveiller, on dit, bah en fait, dépendre des Américains pour tout, on n'en veut pas parce que aujourd'hui les Européens n'aiment pas Trump, donc on n'est pas content contre l'Amérique. Et donc, on veut créer nos propres trucs. Par exemple, en hardware, il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, il y a Sandwich FC 442 qui dit les mecs ne comprennent pas l'intérêt de dépenser dans le marketing parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça leur apporte. Bah, en fait, paradoxalement, tu vois, ce qui est intéressant, là où c'est intéressant, c'est le gros de ce job, c'est d'arriver à bosser avec ces mecs et de leur dire, bah, 1, c'est pas très cher. 2, c'est utile et d'arriver à faire passer la pilule, tu vois? Mais ouais. OK. Alright. Les biotechnologies, ça est-ce que les biotechnologies, ça donne du hardware? Alors, les biotech, c'est encore un peu particulier parce qu'en fait, il y a un verrou réglementaire. Il y a un verrou réglementaire sur les biotech, qui fait que, tu vois, autant sur tout ce qui est un peu santé connectée, tu sais, les bracelets, à la Whoop et compagnie, ça va, c'est cool. Ce qui reste, c'est que pas du hardware, hein. Mais tout ce qui est biotech, là, c'est vraiment en fait, biotech, il y a un truc où je me demande si ce n'est pas vraiment au stade où, c'est tellement de la en fait, les VC biotech savent ce qu'ils font. En fait, dans la biotech, il y a pas de touristes. Tu as des mecs qui vont backer un Anduril, un Boom, un Figure, il y a beaucoup de mecs qui savent pas ce qu'ils font. Bah, moi, si j'étais VC, j'investirais là-dedans, je comprends pas, je comprendrais pas non plus ce que je fais, hein, OK, d'accord, hein, je prétends pas que je suis un touriste aussi, hein, on se comprend, OK. Mais dans le monde de la biotech, il y a pas de touristes. Tous les VC touristes, en fait, ont explosé, je crois, autour de 2017-2018. Tous les VC un peu software qui se sont dit: «Ah bah, l'avenir, c'est la longévité, donc vas-y, on fait des fonds, ouais, c'est la longévité, n'a pas attendu Brian Johnson,
Donc, on fait des fonds VC biotech. Il y en a pas mal qui sont qui ont mordu la poussière. Donc pas évident. OK? Pas évident. Cool, cool, cool. OK. OK. Je passe au point suivant. Le point suivant, c'est finalement une thèse sur le repricing de l'idée versus l'exécution. Très rapidement. Est-ce que ce point un peu plus long? Le mime depuis toujours en entrepreneuriat, c'est de dire, bah, en fait, ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Bon, c'était vrai par le passé, et encore, c'était vrai pour les idées de merde. Ça l'est de moins en moins aujourd'hui, d'après Balaji, ancien CTO de Coinbase. Autre chose, avec l'effondrement des barrières à l'entrée, donc en gros, lancer une boîte, ça coûtait 5 95 2005, 500 000, 2010, 50 000, 2015, 5 000, 2020, 0, et aujourd'hui, c'est un prix négatif. Pourquoi c'est un prix négatif? Parce que tu as AWS, tu as Claude, tu as toute la Terre qui va te filer des trials et des crédits, des machins, pour t'onboarder chez eux. Si tu fails, c'est pas grave. Si tu réussis, en fait, a priori, tu resteras chez eux parce qu'il y a un switching cost élevé. Donc, en fait, ils vont te subventionner quelque part pour lancer ta boîte. Sans parler des conneries publiques qui te donnent de l'argent pour t'aider. Mais ça, c'est plus nuisible qu'autre chose. Donc, en fait, n'importe qui peut arriver, n'importe qui peut rentrer. La barrière à l'entrée pour devenir entrepreneur, elle s'est effondrée. Ce qui veut dire qu'en gros, tout le monde peut créer des trucs très facilement. Et donc, la différence, c'est quoi? C'est les mecs qui ont des idées. Les ID guys, les mecs qui ont des idées, vont vivre leur meilleure life. Okay. Si vous réfléchissez un peu, là c'est la partie un pied commercial, un pied culture G, ok? Même si je ne sais pas si vous êtes la meilleure audience pour ce produit, ce n'est pas un produit qui est fait à 100% pour vous, mais en gros, je vous montre le produit, je vous montre un peu le pitch. Ça va essayer de prendre du recul sur le pitch, etc. Et de vous montrer un peu les argumentaires et de comment il est construit. Et voilà. Donc en gros, il y a une dimension pseudo-commerciale. En fait, on s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est le message. Ok? Si on réfléchit bien, si on regarde tous les mecs qui veulent gagner du pognon sur Internet, le plus gros problème qu'ils ont, c'est un problème d'idée. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que l'idée, c'est peut-être le plus gros problème qui n'a jamais vraiment été adressé. Ou c'était adressé de manière monolithique. Ok, je suis gourou dropshipping, fais du dropshipping. Je suis gourou machin, fais du machin. Donc vas-y, prends un truc clé en main. Voilà. Et plus le mec qui vous le vend, il est bon, plus il va créer de concurrence pour vous quand vous arrivez dessus. Et donc finalement, en fait, le plus gros problème, moi, en fait, j'ai passé le temps de me demander, ok, sur un petit peu cette perspective. Je trouve que le monde du gagne du pognon sur Internet, c'est un monde incroyable. Je trouve ça super fun, on rigole bien, c'est quand même chouette. C'est moins glorieux que faire des licornes, etc. On est d'accord. Mais on rigole quand même bien. Et en fait, le plus gros problème sur ce marché, c'est que les gens ne savent pas quoi faire. Et s'ils savent faire, enfin, s'ils ont une idée de quoi faire, ils ne savent pas comment le faire. Et ils n'ont pas d'idée de comment le développer, le scaler. Donc en fait, le plus gros problème sur le marché, depuis des années, c'est le problème de l'idée. Si on s'amuse un petit peu, pour faire DM c'est le nouveau million, pour info. Okay, inflation, etc. Pour faire DM, il faut avoir raison 3 fois. La première fois que tu as raison, ça c'est une courbe logarithmique, hein, donc c'est 10, 100, 1, 10, 100. Okay. Il faut avoir raison 3 fois. Et ce que je dis ici est très con, mais en fait, ça résume à peu près tout. Il faut que tu aies raison une première fois, sur une première idée où tu gagnes 10 000 balles. 10, ça peut être 8, ça peut être 20, c'est plus ou moins la même chose. Ok, 30, 40, on se joue. Okay. La première fois que tu as raison, ça déclenche un truc dans ton cerveau. Tu te dis, ok, c'est pour de vrai, on peut gagner du pognon sur Internet, c'est pas un scam, je ne suis pas débile, je suis apte. Donc en fait, c'est pas tellement un déblocage qui est financier, c'est plus un déblocage psychologique. Donc tu as besoin d'avoir raison une première fois. Après, tu auras besoin de raison une deuxième fois. Ce truc-là, en fait, en général, l'idée qui te fait gagner tes 5, 10, 20, 10, 20K, c'est rarement l'idée qui va t'amener jusqu'au bout, c'est le premier truc. Après, tu as besoin d'une deuxième idée. Cette idée va t'amener à 100K par mois, idéalement. Et donc à te faire à ton petit million à la lande. C'est cette idée qui t'amène à avoir, on va dire, ton siège à la table. De pouvoir DM des mecs qui te répondent. De pouvoir te barrer de ton pays si tu veux te barrer. De pouvoir redesigner ta vie différemment. De pouvoir recruter des gens vraiment bons pour t'aider de faire ce que tu détestes faire. C'est la deuxième idée. C'est dur, hein, franchement, la première idée, c'est pas, tout le monde se plante. La deuxième, question à personne. La troisième idée, c'est celle qui t'amène à DM. T'as
les déblocages psychologiques, faire péter ses barrières. Dis-moi, faire péter ses blocages, je sais plus c'est quoi les mots qu'utilisent les coachs là. Il y a l'idée qu'a débloqué les skills, le réseau, savoir déléguer, savoir créer une boîte, savoir recruter, savoir virer, savoir gérer des process, savoir gérer la compta, savoir gérer la fiscalité, optimiser tout le bazar, etc. Accumuler de la thune, faire son accumulation primitive de capital, etc. Ça, c'est le truc à 100K. Fort de ça, tu chopes la troisième idée et tu montes à DM. Ça arrive quasiment jamais que dès le premier truc on monte à DM. Ça arrive quasiment jamais que dès le premier on monte à 100. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est ça, puis ça, puis ça. Et entre les deux, il y a 3 trucs qui marchent pas, il y a 3 trucs qui marchent pas, il y a 3 trucs qui marchent pas. 3 ou plus qui marchent pas. Et c'est OK. Donc en fait, finalement, pour avoir une life, il faut avoir raison 3 fois. Il faut qu'il y ait 3 idées qui aient été les bonnes. Dans certains cas, c'est des thèses d'investissement. Rarement au début, parce qu'en fait, il faut quand même avoir du capital. Et peut-être que ça peut être... la première idée, ça peut être business. Deuxième idée, ça peut être business. La troisième, ça peut être en invest. OK, je pige une thèse, je pige un truc. Boum, je mets 500 000 balles. Je fais un gros multiple. Boum, j'ai DM. OK. Pour trouver des idées, on peut aller sur ChatGPT. Ouais, mais ça donne du slop. C'est pas mauvais, ça donne du slop. Le mieux, c'est Reddit et X, à mon goût. Mais il y a un politique signal versus bruit. Donc le signal, c'est la data qui est utile, bénéfique. Le bruit, c'est juste la distraction. Si vous voulez analyser des idées, il y a grosso modo 2 grandes catégories d'idées. La première, c'est tiens, c'est pas con. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et il y a des métriques qui vont dans ce sens-là. On va bien dans un instant. Le deuxième type d'idée, c'est il y a un mec qui fait plein de fric avec et les criquets n'ont pas encore compris. Donc on reste dans une logique quelque part un peu de profit mimétique. On va générer du profit en pompant. OK, mais on fuit les criquets. Les criquets, c'est les hordes de mecs qui savent pas quoi faire et qui sont à se copier entre eux, s'entretuer entre eux, arrêter des webinaires entre eux, donc du coup, on touche le même truc, etc. En fait, on sort de la logique de la concurrence. Moi, ma hantise, c'est la concurrence. C'est genre, aller me battre avec des mecs toute la journée, et puis, vous foutez sur la gueule. Moi, je vais faire autre chose. Je vais là où il n'y a personne, il y aura l'argent gratuit, c'est très bien. Je vais être heureux. Okay. C'est grosso modo les 2 catégories d'idées. Tiens, c'est pas con, et il y a un mec qui fait plein de trucs et les criquets n'ont pas encore compris. Comment on qualifie une bonne idée? On qualifie une bonne idée sur Big Four. La traction, c'est quoi le total addressable market? Donc le marché total qu'on peut adresser, à qui on peut vendre un truc. C'est quoi la croissance de ce marché? Traction. Est-ce qu'on peut un tiret dans le tiret? Bon, ça fait beaucoup de tirets. Non, bon, OK. Traction. Après, il y a le problème. À quel point les gens en chient. Puis il y a le timing. À quel point ce timing, à quel point le timing est judicieux. À quel point le timing est porteur. Enfin, il y a le côté technique. Est-ce qu'il y a une barrière technique qui m'est bénéfique ou qui m'est néfaste? Est-ce que c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à faire? Je vais demander des capitaux du recrutement. Est-ce que tu peux dire que tu ne peux pas y aller? Il faut en prendre acte. Ou pas. Ou inversement, c'est très dur, mais je suis bon là-dedans, donc en fait, c'est un avantage, donc ça vaut le coup que j'y aille, parce que j'aurai moins de cric en face de moi. Sinon, quand vous avez des autres critères, il y a, est-ce que je peux faire un MVP rapidement? Quelle est la difficulté à distribuer? Je veux un truc à la con. Il y a des super business à faire, il y avait des super business à faire. C'était une question que j'ai eue avec ma meuf il y a vachement longtemps. Okay. Elle s'est dit, ok, je vais faire un truc un business de lingerie, machin, parce que j'aime bien la lingerie. Bon. En soi, pas de mauvaise idée. En nichant un peu le truc, il y a des business intéressants à faire. Distribution impossible. Ce qui dit lingerie dit beaucoup de chair visible, même s'il n'y a rien d'explicite sexuel machin, mais il y a beaucoup de chair visible. Qui dit beaucoup de chair visible dit super dur de faire des ads. Super dur de faire du contenu organique. Tout le temps, l'algorithme vient te striker la gueule, plutôt tôt que tard. Donc, distribution facile, yes. Faut pas sous-estimer le facteur de distribution. Est-ce qu'il faut un VC? Il y a plein de super business qu'on fait avec des super VC et la vie est belle. Ok, je suis pas anti-VC. Okay. J'ai bien trollé, mais je suis pas anti-VC. Est-ce qu'il y a des revenus récurrents? Yes, no. Il y a des très bons business qui n'ont pas de revenus récurrents. Vous prenez GoPro. Pourquoi GoPro, ils sont morts? Il n'y a pas de revenus récurrents. T'achètes une GoPro, c'est cool, tu peux en acheter une deuxième. Tu vas pas payer un logiciel. T'achètes, t'es content, t'achètes pas de nouveaux trucs, tu passes à autre chose, tu te casses. Quoi. Okay. Est-ce que les marges sont importantes ou faibles? Il y a des beaux business avec des marges importantes, il y a des beaux business avec des marges faibles. Juste, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un risque personnel ou légal? Un gros point. Ça. En gros, l'idée, c'est vous prenez ces machins. Okay. Moi, le truc sur lequel j'investis en ce moment, le truc que je développe en ce moment, donc là, je vous parle de truc que je fais, c'est, et je suis assez fier du nom de domaine, c'est IDs.xyz. En gros,
Bah, on est dans la vente de pioche ultime. Hein. Donc, clairement, c'est vente de pioche. Ok. C'est juste, on monte une team. On traite énormément de data et on sort des idées business. Et pas du slop GPT qui te réchauffe un truc écrit tout seul. On te prend des trucs qui sont soit, tiens, c'est pas con, et je vais vous montrer des exemples, et il y a un mec qui fait plein de trucs et il écrit qu'elle n'a pas encore compris l'idée. Donc, toutes les semaines, on rajoute, enfin, on identifie, on analyse, et je vous montre des idées, et on les rajoute dans notre stock. Okay, je vous montre quelques exemples un peu amusants. C'est très fun à faire. C'est très fun. Attends, est-ce que on partage toujours l'écran? Share this tab instead. Attends, je vais gérer le partage d'écran différent. Je veux juste ces 3 trucs-là. Hop, hop, hop. Je vous en montre quelques-uns. Je vous montre un peu comment on a fabriqué le truc. Hop, je change au partage d'écran. Pour avoir tous les onglets. Screen, entire screen. Ok, cool. Ok. Je vous donne quelques idées de fiches dans le produit. Attends, je mets le produit. Ok. Ok, il y en a un que j'aime bien. C'est quasiment que des business que moi je voudrais faire. Enfin, tout ce qu'on a sorti aujourd'hui, c'est des trucs que moi j'aurais aimé faire et que si j'avais le temps, je les ferais. Quasiment tous. Le premier, c'est communauté qui apprend à investisseurs à tirer parti de l'IA simplement et efficacement. Ok, on prend 2 trucs. La thématique investissement, c'est là qu'il y a le plus de pognon dans tout ce qui est contenu. Contenu, vos produits, etc. Coaching, là il y a le plus de pognon, c'est ce que tu fais l'investissement. Okay. Et tu rajoutes l'IA. Donc, comment utiliser l'IA pour trader? Comment utiliser l'IA pour créer un bot? Comment utiliser l'IA pour analyser les choses? Tu prends juste 2 trends hot, tu les rassembles, tu sors un produit lié à ça. Et après, du coup, je vous montre comment on construit le truc. Attends, hop, je dégage ça. Hop, comment on construit le truc. Problème, l'IA est le copilote parfait, etc. Pour les investisseurs particuliers. De par son aspect rationnel et non émotionnel, néanmoins, il y a trop d'outils, de confusion, un manque d'auto d'expérience concret sur le marché. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des mecs qui avaient fait ça en crypto. Ils avaient mis les DeepSeek, Claude, ChatGPT, etc. en concurrence, chacun avec un bag de 10 000 balles, et ils devaient trader de la crypto. Et l'engouement que ça a eu, c'était une tuerie. Bon, au final, toutes les IA sont fait rectes, mais passons. La solution initiale, c'est le produit d'une communauté fermée et payante. On partage les meilleurs outils financiers basés sur l'IA, ainsi que du tutoriel complet, notamment pour les débutants, et qui permettent de les utiliser. Donc, au lieu d'être sur du signal trading, au lieu d'être sur des trucs comme ça, on est juste sur, les gars, on est la communauté où on va débloquer les outils IA pour générer du profit. Stimulant. Modèle économique assez simple. Le modèle économique est simple, facture d'adhésion 99 par mois ou 699 par an. Dollars, euros, attends, je zoome un peu plus. Attends, attends, change juste ce truc. Attends, je vais faire comme ça pour qu'on voit mieux, ok? Go-to-market. Pour ce produit, il faut avoir un mix entre une stratégie de contenu, LinkedIn, cours, tutoriel, YouTube, Threads, etc. Et une stratégie publicitaire. Bon, simple. Expression produit. Si le produit commence par un simple club, on peut imaginer par la suite de créer des propres logiciels et outils basés sur les retours clients et les vendre à la communauté pour augmenter le panier moyen et capitaliser ces startups. Donc en fait, ce qui est vachement important quand vous créez, moi ce que j'ai fait, je sais pas moi, mais nous ce qu'on a fait dans cette boîte, dans ce projet, c'est on veut toujours commencer par un truc réaliste. C'est le côté du ouais mec, fais un plan sur la comète au 8e degré, ouais, c'est cool. Sauf qu'en fait, vaut mieux faire un truc simple au début, qui est shippable le plus rapidement possible, pour en gros passer de ouais ça a l'air cool là, ouais ça rapporte de l'argent, de pouvoir compresser ce temps-là. Une fois que ça c'est bon, on introduit la complexité. 4L, low cost, low tech, low complexité. Tous les trucs que je vais vous donner ne sont pas 4L. Il y en a qui sont méga compliqués. Mais c'est écrit que c'est compliqué. Il y a tellement de tags en haut qui vous disent si vous allez en chier ou pas. Quelle est la tendance émergente, niche monétisable, MVP rapide, modèle de revenu clair, Blue Ocean, faible risque de marché, timing il est bon, le marché massif, LTV énorme, on est plutôt sur une logique d'infoproduit et on peut faire ce truc à part. Ok, bref, je viens de ce truc-là. Ok, le go-to-market, ok, l'expansion produit, simple club, on peut imaginer par la suite de créer des propres logiciels, etc. Ok, donc oui, on commence par un truc de club, échange, tuto, tranquille, sans risque. Et après, on peut s'amuser à créer des produits. Projection financière, ok. Les mathématiques sont assez simples. 1000 clients, on fait des maths un peu simples. Hein. Un panier moyen 300. Pourquoi un panier moyen 300? Parce qu'en fait, les gens qui sont sur un abonnement restent en moyenne 3 mois. Ok, ça fait 300 000 balles par an. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Et on peut faire d'affiliation vers des tools, on peut faire d'affiliation vers des brokers, autre chose, etc. Là, après, nous, on va vous chercher quelques data. Donc, il y a AI Trading, qui a vraiment eu un énorme pump et qui là, s'est un peu calmé. Mais ça reste sympa.
GPT Finance, hop, voilà. AI for Finance, voilà, c'est chouette. Finalement, c'est assez corrélé tout ça. Finance Automation, c'est un peu plus, c'est moins net comme data. Ok, matrice d'opportunité, opportunité de marché, segment IA appliqué à la finance grand public, encore inexploité, sans acteur dominant. En vrai, enfin, honnêtement, c'est une bonne idée. Hein. C'est pas con de faire ce truc. Hein. C'est vraiment pas con. Enfin, je veux dire, si j'avais du temps, je le ferais, quoi. J'ai pas de temps. Mais ok. Premier utilisateur, absence de documentation claire et applicable pour passer des découvertes à l'implémentation concrète. Ouais, t'as des Reddit éclatés au sol, c'est le bordel, etc. Ok, bon. Faisabilité technique, lancement rapide et peu coûteux, à condition de maîtriser les codes éditoriaux, AI et finance. Ok. Donc, il faut être un peu au point sur le champ lexical. Timing, l'IA accessible, la valeur est dans la distribution, capter, activer. Oh, ok, super. Après, ce qu'on va faire pour chaque idée, c'est qu'on va analyser, et je ne vais pas tout lire, il faut que ce soit relativement rapide. On va analyser, tu vois, ok, les données clés. Ok, là, moi, je cherche de la data. Et c'est la vraie data vérifiée. C'est pas, ouais, invente-moi un truc, quoi. C'est on va vraiment chercher la data, et on va voir si elle est conne ou pas conne. Il y a quand même un travail relativement, pour faire ce travail, il y a vraiment un mix de prompting, mais aussi se plugger sur des grosses databases pour avoir accès à l'information, certaines payantes, certaines gratuites. Et après, il y a une curation, donc il y a une sensibilité humaine. Voilà, donc le timing de marché, les innovations techno qui font que ça fait sens, les catalyseurs réglementaires et sociaux. Ok. Ça sont bien de mecs qui utilisent l'IA chaque jour, etc. Okay. Les facteurs de réduction du risque opérationnel. Bon, bah, tu prends des tools communautaires, School, Circle, ok, ça. La fenêtre concurrentielle, les risques à venir. Okay. Par exemple, il y a un risque sur l'organisation, sur les contenus traitant d'IA et de finance pourrait se durcir, un peu dans le disclaimer, un peu plus strict. Aujourd'hui, c'est un peu la foire, c'est pas plus strict. C'est un risque. Il faut prendre en compte ce risque. Et après, l'explosion des contenus liés à la finance et l'IA augmente le bruit, créant un risque de banalisation sans angle ou valeur différenciante claire. C'est pas con. Pourquoi foncer? Le timing est rare, l'IA explose, etc. Ok. L'analyse de marché, là, on rentre plus dans le marketing classique. Il y a 3 marchés, relations santé, argent. On est sur de l'argent, marché argent, sous-marché finance investissement, la niche, communauté sur l'application de lab, etc. Les matrices de marché, parce qu'on est plutôt sur une nouveauté techno, sur boss du game, sur un faible impact ou un basique incontournable. Hop, on explique ça. L'analyse concurrentielle, hop, on analyse, etc. On ne va pas tout lire, sinon on en a encore 2 heures. Surtout que j'ai 2 autres trucs que je vais vous montrer. L'analyse de l'avatar client, ok, le pain point, les comportements face au problème. Là, vous êtes content que Bibi c'est moi, il ait fait du copywriting pendant 10 ans. Le niveau de conscience de l'avatar selon Eugene Schwartz avec conscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit, super conscient. Donc, où est-ce qu'on se situe dans le niveau de conscience de Eugene Schwartz en copywriting? Frustration avec les solutions concurrentes. Les préjugés sur la niche, super important. En marketing, c'est vraiment un des plus gros leviers marketing, c'est vraiment le préjugé. C'est quel est le préjugé sur la catégorie d'opportunités que vous apportez sur le marché. Okay. Tu vois, typiquement, le préjugé dominant, c'est l'IA dans la finance, c'est du bluff marketing pour vendre des formations ou des produits bidons. Je pense que c'est le préjugé dominant. Ça me paraît pas con. On a trouvé d'autres préjugés, mais je pense que celui-ci est le plus bourrin. Ok. La matrice psychologique, frustration, désir, peur, rêve. Ça, si vous me suivez depuis des années, vous connaissez. Les frustrations, les peurs, les désirs, les rêves. Alors, frustration et désir, c'est réel. Peur et rêve sont des projections. Okay, c'est pas réel. Les premiers adeptes, ok, la courbe de diffusion du produit. Toutes les impressions, c'est assez joli. Je refoute un coup de design et d'ergonomie. Je trouve que les proportions, les polices, les espaces entre les titres, c'est pas ouf. Mais dans l'ensemble, je suis assez content du bazar. Ok, offre et échelle de valeur. Pareil, si vous me suivez depuis des années, vous connaissez. La proposition de valeur, le MVP, les fonctionnalités futures, le business model, l'échelle de valeur. L'échelle de valeur, vous connaissez, pareil, Together, Russell Brunson. Okay. Plus vous augmentez de la valeur, plus vous augmentez le prix. Donc, vous introduisez une offre gratuite, ok, c'est du content. Une offre payante, ok. Après, une offre premium, typiquement audit personnalisé, avec un expert IA et finance, pack de template personnalisé, etc. Bon, il y a d'autres trucs. Optimiser la LTV, vous connaissez. Ok. Big ID, la gestion des objections, la distribution pour le Dream 100. Les Dream 100 en marketing, c'est distribuer un produit, c'est cher. Donc, idéalement, ce qu'on veut chercher, c'est 100. Alors, le 100, c'est un peu fétiche, mais on veut trouver le plus de podcasts, comptes Twitter, canaux Reddit, chaîne YouTube, ce que vous voulez, qui pourraient parler du produit, distribuer le produit. C'est possible qu'on ait de l'affiliation. Donc, vous pouvez éviter de payer upfront de l'argent pour distribuer. Non, vous faites de l'affiliation. Ok, il y a du taf. Ok, la fabrication de l'offre, comment on fabrique l'offre, ok, les outils, les machins, comment on fait le prototype, l'attraction initiale, le coût, etc. Les outils. Et enfin, après, des sources, avec la data, etc. Et en dessous, il y a d'autres idées un peu marrantes. Quand vous allez sur
sur la page principale de IDs, vous allez trouver déjà, vous allez trouver gratuitement des cours de moi que j'ai pas foutu encore sur YouTube, ou que je ne foutais pas sur YouTube. Donc, il y a un cours sur le casino global, ce dont je vous parlais il y a une petite heure. Il y a comment ne pas gagner 10K par mois. Bon, il y a quelques cours ici, ça on s'en bat les couilles. Après, il y a des idées business. Donc là, il y en a plein, c'est chouette. Et on va en rajouter d'abord toutes les semaines, puis tous les jours. Et après, on va les classer par tag, par machin, par truc. Et puis après, on fera un profil psychologique du client pour que le client, en fonction de son profil psychologique, on l'aiguille vers tout ce qui fait le plus de sens, etc. Et après, il y a un autre produit. Ça, c'est produit 1. Le produit 2, c'est scaling et acquisition. Donc là, on trouve des stratégies de scaling, des stratégies d'acquisition, des stratégies juste pour printer, quoi, grosso modo, quoi, de boîtes. Et donc, on sort d'Acquestudis. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui pour en parler une autre fois. Et après, évidemment, on va matcher les idées business avec les stratégies. Donc, tu as quoi faire et tu as comment le faire. Si tu te foires, c'était quand même chaud. On continue. Celle-là, assez facile, assez intéressante. C'est bizarre que pendant toutes ces années, il n'y ait pas un connard qui l'ait fait, entre nous. C'est le brand search pour vos produits. Brand search, c'est comme trend. En France, ce qui est populaire, c'est trend track de mon pote Piquet. Et en gros, c'est un truc qui va analyser les tendances, enfin, ça va analyser les produits, les campagnes marketing, les boutiques e-commerce. Ok. Et en fait, il n'y a personne qui a fait ça sérieusement, ou personne qui fait tout court, je crois, pour les infoproduits. Or, les infoproduits, c'est un énorme business. Ok. Et donc, faire un SaaS. Donc là, l'idée, c'est un SaaS qui révèle les performances réelles d'un infoproduit sur Gumroad, System.io et les autres plateformes pour permettre aux infopreneurs de copier ce qui marche déjà avant d'investir du temps et de l'argent. Donc là, les tags, perfect timing, ok, easy, founder technique nécessaire. Ouais, là, faut un co-founder technique. Donc là, il y a un peu plus chiant. Il y a un MVP qui est relativement rapide, niche monétisable à toute patate, une demande qui est validée à toute patate, posture de breakout, c'est bon, Blue Ocean, ouais, il y a aucun produit dominant qui fait ça aujourd'hui. Une LTV qui est élevée, ouais, parce que l'infoprenariat, ça reste quand même, je dirais, un truc qu'on peut quand même bien milquer. Un risque technologique qui est faible, ça c'est positif. Des revenus récurrents, on est sur la logique de ça, c'est un peu plus d'1 million par an. Ok. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire beaucoup de thunes. On a des idées qui rapportent 5 000 balles par mois, des idées qui rapportent 100 000 balles par mois. Ok. Voilà, c'est des idées qui prennent beaucoup de temps, des idées qui prennent très peu de temps. Dire un tag qu'on va rajouter, c'est combien de temps ça prend? C'est combien de temps ça prend pour lancer? Et combien de temps ça prend pour opérer le business? Ça, c'est des tags qui sont manquants ici. Comme ça, après, tu pourrais dire, moi, je veux un truc qui rapporte, je sais pas, 5 000 balles par mois, qui me prend 3 mois max à lancer et qui après m'occupe, je vais dire, 2 heures par jour. Ok, bah, on te sort ce qu'il faut là-dessus. Tester, curated, prouver, avec une team de gens qui ont monté des business, qui ont fait du copywriting, etc. Est-ce qu'on est assisté par ChatGPT pour faire ça? Enfin, par Claude, en l'occurrence, et Gemini. Oui. Est-ce que c'est torche? Est-ce que c'est du slop généré par IA? Non. Alors, donc là, l'idée, c'est le problème, les infopreneurs ne savent pas quoi faire, etc. La solution initiale. Ok. Donc là, l'idée, c'est je simplifie à fond. Tu peux faire un SaaS méga compliqué qui va regarder tous les infopreneurs dans les différentes langues, les différents trucs, leur funnel, leur campagne, leur machin, leurs ads, leurs trucs, leur pricing, et ramener tout ça dans une super interface. Oui, mais c'est long. Ok, toi qui m'écoutes, tu fais du fric maintenant. Donc, tu as besoin de faire un MVP qui apporte du fric rapidement. Vraiment, la culture que j'ai mise dans ce produit, c'est bien les plans sur la comète, c'est bien tout stimulant intellectuellement, tout ça c'est super. Ok. Mais on veut avoir un win rapide. Donc là, le MVP, c'est quoi? Bah, tu fais un dashboard super simple. Genre, limite, tu prends un Airtable, un truc comme ça. Tu prends un top 50 infoproduits, classés par catégorie. Tu prends Gumroad, Whoop, System.io, Clickbank, Sutio, etc. Avec estimation de trafic, estimation de vente, de trafic, les publicités actives, etc. Juste, tu fais le top 50. Quelques tags, niche et compagnie. Tu sors ce truc-là. Tu le vends, et tu dis, je te le mets à jour tous les mois. Tu le vends easy peasy entre 49 et 99 par mois. Sans faire un SaaS, hein. Tu fais ça à la mano, genre toutes les semaines, tu mets à jour, tous les mois, tu mets à jour. Et en plus, c'est un produit qui est textuel, donc c'est un produit que tu peux adapter à toutes les putains de langues et targeter worldwide. Donc tu n'es pas condamné à parler avec des Français. Tu peux taper Brésil, tu peux taper États-Unis, tout ce que tu veux. Ça, honnêtement, si tu veux que c'est un foutre, je le ferai. Argent gratuit, mec. Minute de promo, mais IDs.XYZ, c'est argent gratuit. Ok. Je sais que ça fait mec qui vend son tapis et tout, mais en fait, je suis content parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher ces idées, à aller travailler, à discuter avec les équipes, à aller choper la data dessus. Donc, je partage mon enthousiasme. Ok. Je vais pas me retaper tout le truc. Ok. Voilà. Bon. Ok. Hop. Et là, pareil, il y a tout le truc comme ça. Le troisième que je vais vous montrer ce soir.
Parce que je trouve qu'en fait, il est génial ce business. Je vous explique le problème. Il y a plein de meufs. Elles sont mariées à des mecs qui ont du pognon. Jusqu'à là, c'est normal. C'est parce qu'elles sont bonnes. Je rigole. Ok, c'est l'humour. C'est mauvais goût. Elles se font chier. Et elles ont un problème d'identité. Profond. Je suis besoin de Dubaï. Mes potes sont riches. Ils ont tous des femmes merveilleuses, puissantes. Voilà. Elles se font toutes chier. Et elles ont tous un problème d'identité. C'est en mode, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre un boulot pour gagner 4 000 € par mois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est quoi? Ça a payé quoi? 3 restos et l'essence du G-Wagon. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et du coup, elles ont un problème d'identité. Et il y a un truc à faire. C'est business clé en main pour femmes aisées. C'est que la meuf, elle dit, ouais, moi, je voudrais avoir un business de consulting en design intérieur. Et tu dis, ok, tu vas me donner 10K par mois. Moi, j'ai créé toute la façade pour toi. Je vais créer toute la façade pour toi. Le site, le machin, le truc, des reviews, des conneries, tout ce que tu veux. Je vais trouver tous les experts qui pourraient faire ce travail. Donc, toi, tu as un business que tu peux montrer. La femme ne cherche pas à faire de la rentabilité financière. Hein, c'est une femme. Elle ne cherche pas à faire de la renta. Elle cherche à avoir une identité. Elle cherche à se faire... Regardez toutes les connasses d'influenceuses. Maintenant, elles sont toutes CEO et owner d'un business bidon. Toutes. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est un data point qui est énorme. Elles le font pas pour l'argent. C'est bon, elles ont tout du bif. Il y en a qui le font pour la thune, mais la plupart, elles ont tout du bif. On peut dire, si vous prenez celles qui sont plutôt d'Europe de l'Est, c'est bon, leurs mecs, ils ont tout du pognon. Elles font pas ça pour le bif. Elles en ont rien à foutre. Elles le font pour l'identité. Ok. Donc elles paient 10K par mois, par exemple. Toi, tu vas partout. Et si jamais un jour, il y a un mec qui débarque, qui dit, ouais, je voudrais du coup un consulting en service intérieur, hop, la conciergerie, elle est là, tu dropship un service, hop, tout est géré. Donc tu sais que tu as déjà un chef de projet design intérieur, 3 designers intérieurs, machin, t'as tout qui est prêt à l'emploi, et la secrétaire / la chef de projet qui va intervenir sans que la propriétaire fasse quelque chose. Alors c'est vrai que quand on vit en France et que les gens sont très pauvres et qui crèvent la dalle, ça paraît un peu hors sol ce business. Quand on fréquente des gens qui ont trop d'argent et qui ont que des femmes dépressives et qui ont des crises de sens, je peux vous dire que c'est une folie furieuse. Il faut bien qu'un mec le fasse. Ou une meuf le fasse, peu importe. Super business. Super business. Bref, il y en a des tonnes. Ok? C'est fun. Et entre se fracasser sur une agence AAA, une agence OnlyFans, ou je sais pas quelle niaiserie, ou faire ça, c'est beaucoup moins con. Par contre, là, c'est challengeant. Parce qu'il faut vraiment comprendre psychologiquement, sociologiquement, qui sont ces meufs. Et pas les juger. Vous savez, en marketing, faut jamais juger les clients. Ils sont cons, ils sont pas cons, c'est pas le sujet, c'est pas tout décider. Le client est le client, c'est lui qui a la CB, c'est lui qui a raison. S'il n'achète pas, le con, c'est toi. D'accord? Très important. Super important en marketing. Donc, il faut pas juger, il faut jamais juger le client. Il faut pas dire, elles sont un peu connes. Machin. Non, elles sont pas connes. Ce sont des humains normaux. Ok. Donc, il faut vraiment comprendre c'est quoi leur problématique. Et à quel point ce problème est un problème. C'est vrai que vu de loin, vu de ton RSA, tu me dis, attends, frère, attends. Moi, j'essaie de bouffer. Tu essaies de m'expliquer que la nana, son plus gros problème dans la vie, c'est qu'en fait, elle a l'air de rien foutre, qu'elle voudrait quand même rien foutre, mais qu'elle n'a pas l'air de rien. C'est ça le sujet? Oui, c'est ça le sujet. Ça s'appelle les inégalités. C'est pas moi qui choisis. Si le communisme n'avait pas tué 100 millions de personnes, on n'aurait jamais pu vendre le capitalisme. Maintenant, on l'a, c'est comme ça. Les tags, etc. Très fun, ça. Très, très fun. Je reviens sur mon truc. Ok, donc ça, c'est mon nouveau truc. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Je vous fous le lien en commentaire. lp.ids.xyz/ mettez bien BDC pour bon de commande. Ouais, le truc, je le vends. Je le vends. Les idées business, je vends 200 balles par an. Les stratégies, je le vends 300 balles par an, 300 balles par an. Si vous êtes intelligent, vous prenez les deux d'un coup, c'est 500 balles par an. Annulable comme vous voulez, sans engagement, blablabla. Enfin bref, le truc habituel, quoi. Vous venez, vous vous cassez, c'est pas content, tranquille. Et vous obtenez toutes les idées mises à jour, les stratégies, tout le bazar. Ok, donc l'offre intelligente, c'est ça.
si vous voulez y aller. Si vous voulez plus y aller, c'est cool. C'est un business que en fait, c'est un business que j'ai beaucoup distribué en trafic. Donc là, on est sur le trafic organique, donc je parle à vous, trafic organique, on se connaît. Mais c'est un business que j'ai surtout distribué en trafic publicitaire. Ok. Voilà, bref, si vous voulez l'acheter, achetez-le parce que c'est trop bien. Et surtout, là, je vous ai fait un prix pour vous. Après, je mettrai un prix pour défoncer les mecs. Ok, donc vous, j'essaie de pas trop vous défoncer. Après, ça va défoncer parce que le capitalisme. Parce qu'il faut bien que ma femme ne travaille pas et qu'après elle ait de l'anxiété et que elle aille payer quelqu'un pour faire un full business. Je rigole, ma femme bosse. Bref, l'objection principale, c'est si tout le monde a la même idée, bah, ça marche pas. Alors là-dessus, plusieurs trucs. Il y a plein d'idées. Putain. Déjà, tout le monde ne va pas acheter de produit. Seuls les gens intelligents, motivés et qui veulent prendre en main leur destin, ils disent toujours comme ça dans les webinaires. Et alors vraiment motivés, bref, vous comprenez quoi. Donc tout le monde ne va pas acheter de produit. Petit 1. Petit 2, tout le monde ne va pas prendre la même idée. Petit 3, tout le monde ne va pas l'exécuter de la même manière. Petit 4, pas sur le même marché. Petit 5, décider de en foutre la pelle, donc il n'y a pas de secret. Et puis surtout, à peine tu auras acheté de produit, tu te diras merde, truc, c'est plus cher. Ok. Un truc à faire en marketing, c'est il faut aussi créer une urgence. Ok, vous connaissez, je connais, mais je fais un rappel. Donc en marketing, il faut créer une urgence. Voici comment moi, j'irai créer l'urgence sur ce produit-là. Il y a une fenêtre de tir historique pour créer des business, qui est là, la grosse flèche rouge. C'est le temps, en bas, et en vertical, c'est la difficulté. Autour de l'an 2000, c'était très dur de créer un business. Parce que c'était très cher, très compliqué, très machin, des choses, etc. Il n'y avait pas Stripe, il n'y avait pas tout ça. À partir de 2005, 2010 et compagnie, il y a Facebook, donc Facebook Ads, Stripe qui se met à exister, il y a les plateformes, il y a Amazon Web Services pour pouvoir scaler le trafic sur un site web, etc. Donc il y a plein d'outils qui arrivent et qui font que c'est beaucoup plus facile de créer des business. Comme c'est beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est facile, donc tout le monde y va. Comme tout le monde y va, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, ce qu'on a vécu ces derniers temps, et je pense qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous avez essayé de faire du bif en ligne. Vous avez essayé de lancer des trucs. Quasiment tous ceux qui écoutent là ce soir et qui vont écouter ce replay, vous avez déjà essayé de créer des business. Et vous avez plus ou moins galéré. Pourquoi? Parce que c'est dur. J'ai conscience de dire une niaiserie. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a trop de concurrence. Et en fait, là, il y a une petite fenêtre où, de par l'existence des outils IA, c'est momentanément beaucoup plus facile et vraiment pas cher sur le truc. Bah, avant, tu avais besoin d'un développeur, ça coûtait une fortune. Ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, tu vas sur Lorable ou bol.new, tu fais un prompt, ça te sort quelque chose. C'est pas le produit de l'année, et ça te le sort. En quelques heures, versus quelques mois. Pour 49 € par mois, versus 5000 balles par mois sur 6 mois. Donc en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, tu peux créer une armée d'avatars IA qui vont poster des vidéos de rage bait maxing sur TikTok toute la journée, faire des dizaines de millions d'impressions, le tout pour un budget de 500 balles par mois. On le sait, on a des mecs qui le font avec RichCat. On le voit. On le fait nous-mêmes pour certains clients. C'était pas possible. Il y a 1 an et demi, c'était pas possible. Dans 1 an et demi, tout le monde l'aura fait, ça sera mort. Donc en fait, aujourd'hui, urgence, il y a une fenêtre de tir. Donc à la fois, je vous fais du marketing de la peur et de l'urgence, mais d'un autre côté, c'est vrai. Ok, il y a effectivement une difficulté qui est en train de te péter la gueule, et quand elle va remonter, ce sera fini. Je pense que on vit le moment, ok, maintenant tu peux printer, t'as quoi, 1, 2, 3 ans pour printer, je me demande si après le game sera pas fini. Parce que tu auras des IA qui feront tout beaucoup plus rapidement que les humains, et donc finalement, un petit mec qui est là et qui bricole 3 conneries, je pense qu'il aura du mal à exister. Peut-être d'ailleurs, on pourrait rajouter un tag dans IDs, est-ce que c'est... Bon, les mecs de la team, vous m'écoutez, il faut rajouter un tag, est-ce que c'est AI proof? Ok. Pour choisir des business qui vont pas crever trop rapidement. Bref, ok. Donc, bougez-vous le cul. Rappel, Elysium is coming. Rappel, le but du jeu, c'est tu fais de la thune, tu crées du capital, et après tu dis fuck you. D'accord? Juste, si je vais vous demander ce que vous foutez sur cette vidéo, vous venez pour ça. Vous faites du cash flow. Le cash flow, c'est du flux, ça devient du capital, du stock. Le capital permet de dire va chier. Vous n'avez pas votre boulot, va chier. Vous n'avez pas les taxes, va chier. Le pays part en couille, va chier. On vous dit sur un truc absurde, va chier. On veut vous mobiliser pour aller faire la guerre contre Vladimir Poutine. Rigolez pas, c'est con, on va vraiment le faire un jour. Va chier. Va chier. Ok. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que vous foutez sur cette vidéo? Vous êtes là pour ça. Qu'est-ce qui vous permet ça? Boum. Ok. Le modo, mets ça en commentaire. Ok.
IDs, c'est 1 balle par jour au calme, sans obligation. Traduction, c'est un no-brainer, donc vas-y, clique, achète, prends-le. Enfin, méga rappel, ne rien faire, c'est crever. Les idées, ça compte plus que l'exécution, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Une bonne idée, c'est mieux qu'une mauvaise idée. Une mauvaise idée, ça vous fait perdre énormément de temps et d'argent. L'autre énorme tragédie des business en ligne, c'est ça. C'est les mecs qui vont se dire, OK, je prends un truc, le truc il est mauvais. Je me paye 1000 balles de formation. OK, je passe 6 mois de ma vie. Je dépense 5000 balles en ads et en logiciel et en ClickFunnels et en conneries. Le tout à perte. Bah, maintenant, j'ai perdu 1 an et quelques. 6-7 000 balles. Et maintenant, il y a un connard qui va arriver pour me vendre un coaching à 7 000 € pour m'en fumer encore plus. Compliqué. Donc en fait, le problème, c'est que les mauvaises idées, c'est pas que vous perdez juste du temps, c'est que vous perdez du temps, de l'argent. Et le temps, autant l'argent que vous perdez, vous pouvez le récupérer. Okay. Ça fait chier de vous pouvez le récupérer. Le temps, vous ne pouvez pas le récupérer, ce jour on va crever, mais aussi, un jour, ce sera plus possible. Right. IDs, c'est des idées vérifiées et illimitées. Ça y est pour la faute. Avoir raison 3 fois, c'est faire DM, mais ceci n'est pas une promesse de gain, vous êtes adulte, vous n'êtes pas débile. La fenêtre historique, c'est bonne idée, plus stratégie scaling, plus techno, et la vie est belle. Après, c'est terminé. Rappel. Ne rien faire, c'est crever. Voilà. C'était le pitch. Je prends les commentaires. L'idée, c'est vous n'êtes pas forcément le public parfait. En gros, vous ici, vous connaissez le marketing, on fait depuis des années. Je ne vais pas commencer avec des slides et vous dire il y a 2 portes, quoi. La porte où tu fais rien et la porte de l'action. Je pourrais. Je pense que c'est un peu au-delà de ça. Ouais, le modo, c'est un peu lâché sur les liens. C'est OK. Si vous avez des questions, je prends les questions. Vendre des pelles et pas les miner. En vrai, ça, c'est Workfunk. En vrai, je mine quand même. Enfin, j'ai des business où je mine. Là, j'ai un business où je vends des pioches. Alors, je pense qu'il y a une petite latence. Il y a une petite latence. Ouais, il y a toujours une latence sur les commentaires. Donc, j'attends que les commentaires arrivent tranquillement. Les commentaires, les questions. Il y a Futur Capital, merci beaucoup, qui dit grâce à toi, je suis responsable marketing pour une boîte. Bravo à toi. C'est bien, je suis content que ce que je fais, voilà. Il n'y a pas d'abonnement mensuel, demande est-ce une lol. Non, parce que c'est chiant. En fait, les abonnements mensuels, c'est un calvaire, en fait. Enfin, c'est chiant. En fait, je pourrais, mais c'est tellement chiant, un truc mensuel. En fait, les abonnements mensuels, c'est vous fait chier. On est d'accord. En fait, l'abonnement mensuel, ça emmerde tout le monde. En fait, je pense que quand le produit, il sera arrivé en mode marché, trafic payant, VSL, enfin publicité VSL, funnel, etc., je le mettrai en abonnement, genre trial plus abonnement. Par contre, les mecs, gérer les empalés, quoi. Ça sera, je sais pas, 99 ou 129 par mois ou 199 par mois. Un truc un peu chéro. Là, c'est 300 balles par an. Ou 500 ou 600 si tu prends les deux d'un coup, quoi. Je vais vous montrer la partie stratégie si vous voulez. Attendez, on va s'appuyer un peu de temps. Penses-tu que le problème numéro 1 des débutants en marketing agressif sur Internet sont les procédures de paiement? Non, c'est pas un problème, c'est réglé depuis longtemps, c'est plus un sujet. C'est fait plus un sujet depuis 3 ans, ça. Je vous montre la partie stratégie. La partie stratégique, qui est fun aussi. Elle est moins fournie pour le moment. La partie stratégie. Et pourquoi la navigation, ça marche pas, là? Hop là, voilà. Donc, stratégie. Hop, il y a laquelle qui est pas mal. Quelle stratégie j'aime bien? On va prendre l'enfant terrible. Elle est où celle-là? C'est la première qu'on avait faite. Ah, t'es pas mal. T'es où toi? Attends. Hop. Ah, l'enfant terrible, parfait. L'enfant terrible, c'est ce qu'a fait le mec de Clouy. Clouy, c'est... Est-ce que j'ai foutu le lien quelque part? C'est Clouy, ce truc-là. Clouy, le mec, ce qu'il avait fait, c'était... J'arrive et j'essaie... En fait, la stratégie d'enfant terrible, c'est t'arrives et t'essaies d'être le plus gros enculé de ton marché. Donc, il dit, voilà, moi, je suis un fondateur de startup. J'ai menti et triché pour rentrer à Stanford. J'ai menti et triché pour rejoindre Harvard. J'ai menti et triché toute ma vie. Tout le monde est outré, tout le monde gueule. Mais j'ai créé un outil qui permet à tout le monde de tricher et de réussir dans la vie, et puis de faire plein de trucs, etc., et d'automatiser des trucs.
Ok. Et en fait, la stratégie de l'enfant terrible, c'est t'arrives, tu dis une énorme connerie. En fait, t'essaies d'être le mec le plus méchant, malveillant, cruel, fou de ta niche pour devenir finalement en fait un point de focalisation de tout le monde et in fine distribuer ton product. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est OK, on résume l'opportunité, boum, 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 les opportunités, les stratégies, OK. Après, on explique l'histoire derrière, OK, blablabla, et cetera, machin, les tweets, les conneries, on explique les chiffres, OK, tout le bazar, et cetera, boum, boum, OK. OK, les KPI, il y a des trucs, c'est super. Et surtout, ce qui est important, c'est le processus à l'appliquer. Ce qu'on veut, c'est que nous, pour nos clients, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, étape 7, et qu'en gros, le client de IDs.xyz soit pris par la main. Donc, OK, étape numéro 1, identifier les tabous secrets du marché. Repérer ce que l'audience cible souhaite faire sans oser l'avouer publiquement. Tricher pour gagner du temps, contourner les règles, exploiter l'effet du système. C'est la ligne rouge à franchir. OK. Étape 2, créer un produit ou service qui franchit cette ligne ouvertement. Construire une offre permettant de faire cette chose, entre guillemets, interdite. C'est pas interdit d'un point de vue légal, hein, c'est plus d'un point de vue moral et tabou. Donc, de faire cette chose interdite de manière assumée. Le produit lui-même doit être provoquant, pas uniquement le marketing. Donc, c'est le produit. Donc, le produit doit avoir un peu de la substance. OK. Étape 3, lancer avec une posture d'enfant terrible assumée, publier le lancement sur X, Twitter, Instagram et Insta avec un ton arrogant et décomplexé. Se montrer en train d'utiliser le produit, de prendre aucune précaution, c'est pas pour tout le monde, assumer son propre compétence. On assume le côté clivant, prend aucune précaution de ça. Étape 4, attendre la première vague d'indignation. Les réactions arrivent, les commentaires outrés, les les articles critiques, et puis ce qu'on a dit, etc. C'est précisément l'effet recherché. Ne rien faire pour calmer le bad buzz. Donc on laisse le bad buzz tourner, il n'y a aucun souci. Voire on l'amplifie. 5, d'oublier sur la controverse au lieu de s'excuser. Répondre aux critiques avec une arrogance calibrée. Publier du contenu encore plus provoquant. Chaque réponse relance un nouveau site de visibilité gratuite de 24 à 72 heures. 6. Convertir l'attention en action pendant le pic. Mettre en place une liste d'attente, un formulaire, une offre limitée. On crée une rareté, on crée une scarcity. Okay. Pendant que tout le monde en parle, capturer les emails et les banques. L'attention sans conversion sur un gâchis. Donc on n'est pas là pour foutre le bordel. On est là pour foutre le bordel, pour faire de la conversion et de la vente. Et après, préparer la sortie du rôle du méchant. Une fois la traction acquise, prévoir comment pivoter vers une image plus sérieuse, entre guillemets, si nécessaire. Le mode enfant terrible est un levier d'acquisition, c'est pas une identité permanente. Si vous faites ça autrement que dans cet ordre-là, vous allez vous brûler ou faire du mal. Croyez-moi. Pas mal celle-là. Elle est un peu hardcore. Il y en a qui sont plus soft. La plupart sont ça, c'est la plus trash. La plupart sont soft. Et là, pareil, on prend toutes les boîtes. En fait, ce qu'on fait là, nous, c'est qu'on screen toutes les boîtes qui marchent. On regarde comment ils font. On documente. Et honnêtement, c'est très fun. En fait, c'est un truc, moi, je le fais pour moi-même. C'est un truc que je le fais pour moi-même. Et surtout, ce que je peux monétiser en faisant un produit. Comme ça, je peux monétiser. Comme ça, je peux financer plus de recherche, plus de teams, plus etc. Il y a Julien qui dit c'était un peu ma stratégie. C'était ma stratégie, mais mal gérée. Donc moi, ça m'a pété la gueule, ce truc-là. Ton opinion sur l'OFM, je pense que c'est pourri. Honnêtement, je pense que l'OFM, c'est pourri. C'est pourri depuis un an et demi. Est-ce qu'il y a des gens qui font encore de l'argent avec? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons là-dedans? Oui. Est-ce que c'est plutôt de faire des sous? Oui. Mais franchement, il y a beaucoup mieux et tu l'as à l'écran devant toi. Tu as beaucoup, beaucoup mieux et c'est à l'écran devant toi. Le Web3 dans tout ça. Je pense que le Web3, les idées business dans le Web3, c'est un peu revenu malheureusement. J'ai beaucoup cru au Web3. J'étais peut-être un peu naïf, un peu idéaliste. Je trouve qu'en fait, il y a très peu de business autre que du gambling pur. Et là-dessus, il y a une dimension morale, mais surtout une dimension technique, quoi. Et concurrentielle et financière. C'est très, ça c'est pas. Je n'ai pas envie de faire un live sur le Web3 ou sur les idées marketing Web3, mais je trouve que c'est un peu dur, quoi. Ouais, typiquement, sur la stratégie de l'enfant terrible, moi, je suis à étape 7. J'ai fait que le con, etc. Ça a bien marché. Aujourd'hui, je suis en mode, ok, maintenant, je suis gentil, je suis gentil, ça se comprend, quoi. Mais je vais pas m'amuser à bosser de l'huile sur le feu, à clasher tout le monde, parce que ça, voilà, parce qu'en fait, ça, voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas mal joué. En fait, le problème de la stratégie de l'enfant terrible, c'est si elle est mal gérée, elle te pète à la gueule. Et du coup, en fait, quand tu fais la stratégie de l'enfant terrible, le problème, c'est que n'importe quelle calomnie est crédible. N'importe quel con qui dit ouais, j'ai entendu qu'il a violé une nonne, les gens vont dire ouais, ouais, pourquoi pas, hein, ouais, 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 je veux bien. Ouais, donc, c'est
mal gérée, cette stratégie, elle marche pas. Ce qu'on fait dans Stratégies sur Aidisme, c'est un business qui marche, que vous voulez juste des stratégies pour être en croissance, prenez juste Stratégies. Prenez pas Aidisme plus Stratégies, prenez juste Stratégies. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand nous, on définit les protocoles en Stratégies, on réfléchit bien là où ça va foirer, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outil, etc. Comment je scrape? Bah, en fait, alors, je scrape, mais j'ai un CTO. Plutôt déjà pas, mais il y a un développeur qui bosse, en fait. Il est bon. Et surtout, on se plug sur plein de bases de données pour avoir plein de data, en fait. Ce qu'on veut, c'est que les idées business, il y a une dimension un peu, OK, on n'aime pas, mais il faut surtout que est-ce que c'est backé par les chiffres? Est-ce qu'en termes de timing, en termes de traction, en termes de total addressable market, en termes de pain point, en termes de catalyseur, est-ce que c'est bon, quoi? Ils disent quoi, les chiffres, quoi? Ça veut dire, ouais, bon, l'intuition, elle dit que, ouais, peut-être machin. Ouais, enfin, ouais, non, quoi. Une offre à étiquette pour le scaling des conciergeries Airbnb, t'en penses quoi? Ouais, il y a beaucoup de monde dessus. Il y a beaucoup de monde dessus. En fait, ce qu'ils voulaient. Ce qui est marrant, c'est qu'en commentaire, vous me posez quasiment que des questions sur, ouais, tu penses quoi de ce business-là? Et vous me posez que des questions de business dans lequel vous avez 1000 concurrents à peu près bons aujourd'hui actifs sur le sol français. Alors qu'en fait, ce que je vous explique depuis 2 heures, c'est faites autre chose. Allez sur un truc où il n'y a pas de concurrence, les mecs. Quoi. Arrêtez de souffrir. Arrêtez d'agoniser. C'est nul de souffrir. Que je vois d'autres questions. En gros, je regarde Google Trends. Ouais, ça suffit pas. Mais c'est intéressant. Google Trends est intéressant, mais ça suffit pas. Je regarde. Lovable, on fera des grosses case studies dans stratégie pour Lovable. Juste un business moins moral que l'OFM, malgré que je gagne plus ou moins 34, ton avis sur la fille casino. C'est bankable, mais c'est vraiment chiant à opérer. En fait, la fille casino, ça se gère bien en tant que personal brand. Genre la menace, c'est bien fait. Si tu veux rester caché, faire bosser des mecs, être leur master affiliate, ça se fait, mais bon, galère quoi. Dans le wellness, longévité, immobilier. Immobilier, je crois qu'on n'a pas encore mis d'idée business. Longévité et wellness, on en a pas mal dans le pipe. Elles ont peut-être pas encore été publiées, mais on en a plein dans le pipe. Wellness, longévité, il y a beaucoup de gens qui ont du pognon, qui veulent dépenser du pognon là-dedans, donc il y a plein d'idées business qui vont arriver. J'aurai une rediff, ouais, il y aura une rediff. La rediff, c'est là, enfin, c'est sur YouTube, quoi, tranquille, quoi. Merci pour les formats passés en public. Ah, merci pour les formations passées en public. C'est toujours bon de se faire une piqûre de rappel, se faire un auto. Ouais, je rappelle que toutes les formations sont gratos. Hein. Si jamais, voilà. En français, tu vends l'idée de la liberté économique et géographique aux US, vendre l'idée d'une vie tranquille de campagne. Ça dépend des segments. Ça dépend des segments. La plus grande erreur business que tu as faite dans ta vie, c'est j'ai créé trop de trucs qui n'ont pas vraiment duré. En fait, j'ai fait trop de trucs qui m'ont stimulé intellectuellement et financièrement, mais qui n'ont pas vraiment duré. Et j'aurais dû faire beaucoup moins de trucs. J'en ai déjà parlé dans d'autres lives, passé, mais j'aurais dû faire beaucoup moins de trucs. Ok, je fais quasiment rien, je fais très peu de trucs, mais je fais que des trucs qui peuvent durer. Là où j'ai fait beaucoup de choses. Alors, le côté positif, c'est avant, tu as fait plein de choses dans le software, formation, infoproduits, Web 2, Web 3, ce que tu veux, machin, etc. C'est que j'ai une grande culture générale business. Ça, c'est ma force. Il y a encore d'autres qualités, mais ma force, ça le sait. Mais j'aurais eu un meilleur retour financier à Infopus. Tu conseilles quoi comme stratégie pour un produit qui est moins provocateur que Cloli? Je te conseille de prendre stratégie, ou telle stratégie, ou t'as plein de stratégies. Les gars, la plupart, vous vous rendez compte que j'ai créé un produit qui répond. Enfin, tu sais, à chaque fois que je fais des lives, toutes les questions, c'est la même chose. Je ne sais pas quoi faire comme idée business. Tu penses quoi de ce truc que tout le monde fait? Et je fais un truc qui ça marche pas, t'as une stratégie.
Et ben mec, pour 500 balles, c'est réglé. 500 balles maintenant, si l'arrêt plus tard, ça sera plus cher. Ou pas. Si, quand même, pour la forme. Quand même. Quand même. J'ai déjà Nexttrends, quelle différence entre 2 produits? Nexttrends est plus macro en termes de tendance. Là, c'est beaucoup plus concret. Concret, enfin dire que c'est plus concret, c'est pas dévaloriser l'autre. Nexttrends, c'est en fait, je te donne la transparence. Nexttrends, c'est le plan payant de la newsletter MBS, dans lequel je suis actionnaire. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on fusionne IDs.xyz avec Nexttrends? C'est une question qu'on se pose. Si t'es client Nexttrends et tu veux un discount pour ça, tu nous envoies un mail, on t'arrange un truc, hein, pas de problème. N'hésite pas, hein. Gratte. C'est ok. Si t'es client sur Nexttrends, tu peux venir gratter un discount ici, aucun souci. C'est normal en même temps, quoi. Mais ouais, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va merger en fait, je peux pas forcément parler de nos discussions internes dans NBS publiquement parce que voilà, j'ai pas à le faire sans leur accord. Mais disons qu'en fait, il y avait plein de thèses que moi je voulais explorer, de thèses techniques, de thèses de scaling, de thèses qui n'étaient pas forcément possibles. Et on s'est dit, bah attends, moi je pousse ce truc-là, Nexttrends et NBS continue de pousser. Si on a fusionné un jour les produits, on le fait, c'est relax. Puis on est assez relax sur nos deals. Donc si un jour il faut fusionner, discuter, trouver un truc, ça se fera. Parce que l'ambiance est bonne et on est content d'être là. Panzer Clovis, tu fais comment pour gérer des clients qui n'ont pas de fonds sur le compte? 30% d'impayés en SaaS à cause de ça, et aussi 50% du CA mensuel. J'ai arrêté l'abonnement, c'est un client force. Ça dépend de ta niche. Tu sais ce que je vais faire, Clovis? Je prends ta question en capture d'écran, je vais chercher une stratégie. Oh putain, c'est odieux. Et je vais la mettre sur stratégies, sur IDs, XYZ, stage stratégie. Pour info, je ferai aussi des lives où je vous montrerai le produit. Enfin, si vous aimez bien quand je vous montre des idées business et que vous aimez bien que je vous montre des idées de stratégie, pareil, dites-le moi en commentaire. Et du coup, je peux aussi faire des lives où je peux vous montrer des trucs, plus des idées business, plus de stratégie. Évidemment, la totalité du truc sera réservé au client, normal. Mais voilà. Est-ce que tu as analysé l'idée business et des comptes faceless Instagram qui vendent des low tickets? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire de l'affiliation avec ça que de faire, son propre produit. C'est l'intuition que j'ai. Moi, je trouve qu'en fait, le faceless, pour le moment, quand tu as des comptes Instagram où c'est que une vidéo IA, ok? Il n'y a pas de vrai humain. C'est que un IA. Ça génère de l'engagement parce que tout le monde s'entretue dans les commentaires pour dire: «Eh mais c'est l'IA». Les mecs, ils font: «Bah ouais, du con. Ouais, tu me parles pas comme ça, wesh», et après ils se battent. Hem Et aujourd'hui, finalement, l'engagement sur le contenu IA, c'est ça. Un peu con. Heu et voilà. Hem, voilà. Heu, Par contre, on va aller vers plus de qualité. Moi, je trouve ce qui marche bien, c'est tu fais en gros, c'est un combo où tu as un mec qui fait de l'affiliation dans son enfin, qui a un programme d'affiliation dans son produit. En plus, il a une rémunération du contenu CPM. Et après, toi, tu fais faceless. Donc toi, tu fais du faceless, tu fais de l'affiliation vers le mec. Et après, tu es payé, je sais pas, 1, 2 $, peu importe, tous les 1000 vues que tu génères en parlant de la marque. Et du coup, même si tu mets du temps à générer des ventes avec l'affiliation, tu prends du CPM en attendant. Tu crées plein de comptes et tu te fais ton 100, 200 balles, 300 balles par jour, tu vois, potentiellement. Mais ça, on pourra faire, ouais, ça, on pourra faire des fiches là-dessus, hein. Ça, c'est marrant, mais en fait, de toute façon, j'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. So, Julian, une fois qu'on maîtrise les compétences que tu utilises dans ton tweet, web coding, marketing, Facebook, etc., quel projet tu lances en priorité pour générer du cash? Ouais, toi, tu étais pas là pendant 2 heures, hein, mais OK, c'est cool. C'est cool les mecs. Tu risques pas de créer beaucoup de concurrence sur le même marché? Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il faut quand même vous imaginer que 80% des mecs qui veulent faire du fric sur internet, et je suis gentil, allez 95%, font 5 choses: OFM,
dropshipping, coach de coach, transforme ta passion en infoproduit, vibe code un SaaS qui marche pas. Tu rajoutes 3 trucs comme ça, quoi. Agence AAA, parce que c'est le truc à la mode depuis une semaine. Donc en fait, et tu as 95% du marché qui se fracasse la gueule. Alors attention, chacune de ces opportunités est potentiellement une très belle opportunité, avec un marché qui est grand. Mais putain, faut voir la gueule de la concurrence. Prendre quelqu'un et documenter le processus d'accompagnement, ça ne t'a jamais dit? Si. Si, mais c'est assez, en fait, je fais déjà du consulting, en fait. Comme j'ai les offres en consulting, j'ai très peu de clients en consulting, hein. J'ai 4-5 clients en consulting. Voilà. Comme d'habitude, hein, je réponds pas à toutes les questions, ne le prenez pas personnellement. C'est juste qu'il y a beaucoup de questions, OK? Pour un ingénieur, c'est quoi tes tips? Comprendre les marketeurs ou comprendre le marketing? Les Français ont peur sur un formulaire en anglais, point d'interrogation. Pourtant, c'est first name, name, email, puis crédit carte, etc. pareil. Jurez les gars, je comprends pas. Bah ouais, les Français, de toute façon, ils ont peur quand c'est écrit en anglais, effectivement, ouais. Ouais. Très bien, tu peux me montrer aussi des moments où tu exécutes, car on sait que l'idée c'est bien, mais la clé c'est l'exécution. Bah en fait, si t'avais écouté, tu te serais rendu compte qu'en fait, de moins en moins. Tout le monde enfin, en fait, est-ce que là maintenant, on est quoi, le 5-6 janvier 2026, l'exécution est moins importante que l'idée? Là maintenant, arrêt sur image, pas sûr. Dans 12 mois, l'exécution, plus rien à foutre. Plus rien à foutre, les mecs. Plus rien à foutre. Et vraiment, enfin, vous imaginez pas à quel point, je dirais, le capital humain, les développeurs, l'exécution vont être démonétisés. Progressivement, mais ça va piquer. Le monde change un peu, hein. Il y a de l'inertie, comme évoqué précédemment. Il y a quand même du monde qui change, hein. Je trouve ça fascinant, les questions, tu lancerais quel business? Bon. En fait, ce qui est bien, c'est que franchement, j'ai créé un produit qui répond à 90% des questions que vous me posez en commentaire à chaque fois. Mhm. Est-ce qu'il vaut mieux lancer sa personal brand en français ou en anglais? Ça dépend de la niche, ça dépend de la concurrence, ça dépend de la qualité de ton anglais. Ça dépend vraiment. En anglais, il faut que ton anglais soit vraiment bon. Tu vois, vraiment, vraiment bon. Ou alors, tu es sur une niche dans laquelle il n'y a personne, dans ce cas, on tolère que ton anglais soit moins bof. Vendre du low ticket au marché indien. Il y a toujours cette tentation de croire que si tu vas sur le marché indien, si tu vas sur le marché africain, tout le monde va t'attendre avec de l'argent, qu'il n'y a aucun concurrent, et qu'en fait, les coûts publicitaires sont bas et que tu auras de l'argent gratuit. Je connais très peu de gens qui ont réussi à sur le marché indien et africain à gagner du fric. C'est super difficile en fait. Parce que les mecs, ils payent pas, ils vont tout frauder. C'est un marché beaucoup plus pauvre, hein, donc ils vont tout faire pour jamais payer. Les paiements, vous voyez les statistiques de où est-ce qu'il y a le plus de problèmes avec des paiements, chargeback, paiements frauduleux, cartes volées, etc. Vous voyez la carte du monde, voilà. C'est assez localisé, on va dire, quoi. Donc attention au fantasme. Pour quelle raison l'ascension sociale serait rendue impossible des années à venir? Parce que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres ne peuvent plus devenir riches. Donc les riches restent plus ou moins riches, les pauvres restent plus ou moins pauvres. Et la classe moyenne se fait éviscérer, donc elle devient pauvre. Voilà. Je poursuis des quiz funnels en début de LP. C'est toujours pertinent. Euh... Investir dans un produit de vibe trading, ça m'intéresserait. Tu peux m'envoyer un mail à tugan@marketingunderground.biz en fonction du produit, on peut discuter.
Les thématiques de l'investissement, en fait, avec la gamblification de l'économie, les thématiques d'investissement me stimulent. Je regarde le truc. Je suis sur vos questions. Tu penses quoi de l'infoprenariat sur Twitter? Ça marche correctement. C'est pas un truc où tu fais des millions, mais tu veux sortir ton 4-5K par mois et de l'infoprenariat sur Twitter et du rage bait. Ouais, il y a un truc. En fait, le problème de l'infoprenariat sur Twitter, c'est que c'est souvent en faceless, sans montrer ta gueule. Et donc, c'est compliqué de convertir. Mais le funnel, c'est rage bait et engagement farm sur Twitter. T'amènes sur un Telegram, où là, c'est des petites vidéos, des audios, des machins. Et après, tu mets des liens, des bons de commande depuis le Telegram. Sans forcément avoir des pages de vente. Tu crées la relation sur Telegram, sur un canal. Après, tu fais le lien, le bon de commande directement. Pas forcément de page de vente. C'est ça le funnel, si jamais vous vous demandez. Alors, on me dit qu'il y a des bugs. C'est possible. Des bugs de paiement, des bugs de quoi? C'est mon internet, c'est qui marche moyen bof. C'est possible aussi. C'est possible. Après, je vais pas tarder à aller manger un morceau parce que j'ai un peu la dalle. Alors, pour info, ce soir, c'est la deuxième fois que j'utilise InflowPay. InflowPay, c'est pour le sort de paiement avec lequel je bosse. Donc, c'est possible qu'il y ait des... c'est possible que ça déconne un peu. Bon, après, je pense pas qu'on a quand même fait beaucoup de tests. Pam, 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 pam. Alright. Ouais, si, je pense que ça doit bugger, je pense. Ou pas, je sais pas, bonne question. Ah non, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Bug en effet. Ok. Ok. Bon. Ok. Ok. Je file pour ce soir. Si ce type de contenu où on parle d'idées business, trucs comme ça vous intéresse. Ah ouais, non. Ah ok, ça bug complètement en fait. Ok, qu'est-ce qui fait que ça bug? Est-ce que c'est Riverside qui a planté? Ah non. Ok. Bon. Je crois que c'est Riverside c'est le streaming qui plante. En tout cas, si vous êtes encore là, je pense qu'on est bon, on a fait le tour. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents. Et on peut se faire davantage de live comme ça dans la foulée. Ok? À plus tout le monde, bye bye.